bonsoir tout le monde. On est sur le point d'entamer notre, 3e webinaire, qui sera retransmis sur, le site du MAPCA. Donc c'est mapca.eu. Donc le MAPCA, c'est une association qui accompagne, le déploiement, de la régénération low-tech qui active les processus naturels, et dans ce contexte, on a voulu un petit peu faire école et même pour, grandir et apprendre ensemble, cette petite série de webinaires, notamment sur, forêt et rivière, les grandes dynamiques entre forêt et rivière. Donc on a eu déjà 2 qui, ont été fabuleux et aujourd'hui aussi ça va être super. Donc, Melvin donc est naturaliste et il va parler du 1er site, low-tech, en France qui a été activé sur une ferme. Je vais te laisser le présenter et qui a donc, déjà 3 ans. Donc on est sur, 3 ans de suivi naturaliste et Melvin va expliquer pourquoi il y a autant de suivi dans ce contexte, agricole. Bien sûr, le contexte agricole est super important pour nous dès le départ parce que, énormément de ces cours d'eau traversent, des parcelles agricoles et il y a des enjeux de cohabitation et de, rendre de l'espace latéral aux cours d'eau. Je me permets aussi d'annoncer le prochain webinaire qui sera avec, Restore, le 21 mai. Donc Restore, c'est le premier collectif citoyen à avoir déployé la médecine castor sur son territoire en Tarn-et-Garonne. Joël est là et donc ils vont partager les outils qu'ils ont dû activer ou le chemin qu'ils ont suivi pour, mettre en place ce premier site low-tech, sur leur territoire, sans accompagnement de syndicats mixtes. Voilà, donc ça, c'est très bientôt. OK, je vais laisser la parole à Melvin. Bonjour tout le monde. Du coup, moi, c'est Melvin, Diogena et naturaliste écologue et on va parler aujourd'hui là pour ce webinaire d'un sujet pour une fois, on va apporter des bonnes nouvelles. On va parler de projets qui marchent, qui ont marché, qui continuent de marcher et d'impressionner et on va aussi s'émerveiller parce on va parler vraiment de retour de vivant. Ça va être un petit, retour d'expérience et suivi, autour de la régénération d'un rue agricole, la ferme du Grand Laval qui a eu lieu il y a 3 ans. Heu, donc d'abord, il y a eu une réouverture du rue et après il y a eu la mise en place d'ouvrages castor-mimétiques, voilà et du coup, il y a 3 ans de recolonisation, du vivant sur cette ferme, qui sont suivis, qu'on va vous partager aujourd'hui. Voilà, donc vous avez un petit déjà aperçu du avant-après, sur le diapo, et on va voir ça, parce que ça a vraiment bien évolué. Donc déjà pour recontextualiser, donc la ferme du Grand Laval, c'est une ferme, bio qui est située dans la Drôme, donc dans le sud-est de la France, au pied du Vercors, dans la plaine valencienne, près de Valence. Donc il y a 17 ans, la ferme, c'est quand ils l'ont récupérée, Sébastien et Elsa, les 2 paysans exploitants de la ferme, c'était un paysage typique de la plaine valencienne, c'est-à-dire, de la maïsiculture intensive, comme on trouve partout là-bas. Donc comme vous voyez, c'est des paysages qui sont assez, ouverts et monotones, assez homogènes et aujourd'hui, eux, ils ont changé de modèle, ils pratiquent la polyculture arbo-élevage bio. C'est un mot, à rallonge mais qui a tout son sens. Donc polyculture, poly, plusieurs, culture, plusieurs cultures. Donc sur l'image en bas à gauche, comme vous le voyez, c'est un exemple, il y a plusieurs cultures qui se succèdent. Donc plutôt que de faire des grandes parcelles agricoles, c'est plein de petites cultures qui se suivent, ce qui fait que ils ont une grande diversité de cultures et chaque année, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, des choses qui marchent plus que d'habitude. Sauf que le fait d'avoir plein de petites parcelles différentes, ils mettent pas leurs œufs dans le même panier, ce qui fait que chaque année, il y a une certaine résistance du système et il va y avoir toujours, à la fin, entre guillemets, une production alimentaire qui est plus ou moins stable, même si, toutes les cultures fluctuent d'une année à l'autre. Il y a aussi du coup, donc pour l'arboriculture, donc ils font des vergers, donc comme on le voit sur la photo en haut à gauche et après il y a de l'élevage qui rentre en synergie avec tout ça, donc ils ont des poules pondeuses et des moutons. Voilà et bien évidemment, c'est en bio. La ferme pour vous la montrer du coup, donc elle a plusieurs parcelles. Nous, on va s'intéresser à la zone qui a été reprise il y a 17 ans, où ils sont propriétaires et du coup, il y a zéro contrainte
presque, parce que les voisins sont pas forcément contents. On a des fois des grenouilles qui coincent ou d'autres petits désagréments, perçus par certains de la biodiversité abondante sur cette ferme. Et aussi, ils ont des parcelles donc qui ont été reprises, l'année dernière, donc du coup qui sont encore, bien marquées par l'agriculture intensive. Et la l'autre grande parcelle, vous voyez, donc les 2 grandes parcelles font plus ou moins 20 hectares. C'est une parcelle du coup qui est avec, des baux précaires, donc du coup, ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent dessus, donc c'est plus difficile de travailler notamment sur, les creuser des mares, replanter des haies, c'est des choses qui sont plus complexes à mettre en place. Donc vraiment nous, pour le projet de débusage d'un lieu agricole, ça s'est fait sur la zone que vous voyez là qui a été reprise il y a 17 ans. Les Voilà, où ils pratiquent du coup un réensauvagement paysan, donc cette pratique que je vous disais tout à l'heure de vraiment travailler sur la diversité du milieu, travailler avec la biodiversité pour vraiment avoir une robustesse, une résilience du système agricole. Donc là, juste pour vous montrer quelques petites images pour vous faire voyager dans la Drôme et sur cette parcelle d'une vingtaine d'hectares. Donc voilà, on le voit, il y a des vergers où il y a des moutons qui passent en dessous, il y a des grandes cultures, un petit peu de tout. Cette ferme, c'est aussi, du coup, un laboratoire à ciel ouvert, parce qu'il y a pas grand monde qui pratique, cette philosophie-là dans le monde agricole. Même s'il y en a quand même aussi, mais là, voilà, c'est une des fermes pionnières sur ce sujet-là. Il y a un inventaire, un ATBI, donc Old Action Biodiversity Inventory, qui a été lancé il y a presque 5 ans maintenant. Et là, sur ces 3 dernières années, il y a plus de 3000 espèces qui ont été recensées. Donc cet inventaire, il permet, sur la ferme, en fait, chaque espèce, comment dire? C'est des informations, c'est un langage à apprendre à parler. Et toutes ces espèces, elles vont être porteurs de fonctionnalités, qu'elles soient là ou pas là, elles vont raconter, elles vont apprendre quelque chose sur le milieu et de connaître ce qui peuple un milieu agricole, entre guillemets, «en bonne santé», ça permet d'apporter tout un lot d'informations. Dans ces espèces qui ont été recensées, on a des espèces qui sont rares, on a des espèces en déclin, on a aussi des espèces communes, des espèces abondantes. Donc il y a vraiment de tout sur la ferme, donc ce qui est assez intéressant et impressionnant des fois quand, on verra après, mais c'est sur certaines espèces qui sont présentes sur la ferme. Les espèces qui sont présentes, elles sont là toute l'année ou elles peuvent être là juste l'hiver, juste de passage, ou elles peuvent venir se reproduire carrément sur la ferme. Donc on a vraiment là encore un peu de tout. Et pour, développer encore un tout petit peu, le modèle agricole et après on passe vraiment au site, du RU. Le modèle, il est fondé sur 2 grands principes. C'est de travailler sur l'hospitalité active, donc c'est travailler sur les infrastructures agroécologiques et favoriser le vivant sur cette partie-là. Donc les infrastructures agroécologiques, c'est la partie qui est non cultivée dans, une parcelle agricole. Donc souvent, c'est les bordures. Et là, le but, c'était vraiment d'optimiser cet espace qui, entre guillemets, «n'est pas productif» et d'apporter le maximum de biodiversité, de vie sur ces milieux-là. Parce que plus le milieu va être complexe, plus le milieu va être diversifié et plus on va avoir des interactions entre les espèces qui vont être, soit antagonistes, soit qui vont, se décupler ou quoi que ce soit. Mais ça va créer, entre guillemets, «un équilibre dynamique». Il y a rien qui va pouvoir exploser dans le système. Un système agricole, par exemple, si on prend un champ de blé qui s'étend sur des hectares et où il y en a un autre, s'il y a qu'un seul habitat. Du coup, qu'est-ce qui peut vivre sur cet habitat-là qui est unique, qui est homogène? Bah, ça va être le ravageur, une espèce qui peut manger et se nourrir que de blé. Donc du coup, c'est souvent ce qu'on appelle en agriculture un ravageur. Si on commence à complexifier le milieu et avoir plein de petits habitats différents, on n'aura pas une explosion d'une seule espèce, on va avoir plein d'espèces différentes qui vont, pouvoir coloniser différents endroits avec des spécialisations différentes. Et comme il y a, entre guillemets, tout le temps à manger, parce qu'il y a plein d'espèces différentes qui sont présentes à des moments différents de l'année, on va avoir des prédateurs qui vont pouvoir venir et on va commencer à avoir en fait un milieu qui se rapproche, du sauvage, du complexe. Heu et du coup, toutes ces espèces-là vont interagir entre elles et vont faire qu'on va arriver sur cette espèce d'équilibre dynamique. On va pas avoir quelque chose qui va exploser, qui va potentiellement pouvoir poser problème à l'activité agricole. Donc pour ça, ils ont travaillé dans les infrastructures agroécologiques en rajoutant des mares, des tas de bois, des tas de pierres, de terre. Heu, Ils vont travailler aussi en mettant des haies et des bandes enherbées. D'ailleurs, les haies, elles vont faire des coups de vent, donc ça la vallée du Rhône, c'est extrêmement asséchant avec le vent. Donc c'est pareil, c'est bénéfique pour les cultures. Donc vraiment tout ce qui est mis en place, c'est pas juste, cultiver la biodiversité, c'est aussi avoir un effet positif pour la pratique agricole. Comme les haies sont neuves, sont récentes, elles ont pas encore, c'est pas encore des vieux arbres avec des cavités, donc les nichoirs, ils peuvent permettre d'accélérer un petit peu ce temps-là, le temps que les arbres vieillissent
Et bien sûr, la petite spécificité de cette ferme-là, c'est de mimer l'action du castor, donc sur le rue dont on va vous parler. Juste pour, aussi l'autre grande méthode, c'est, de travailler sur les modalités agronomiques, ce qu'on appelait l'hospitalité spontanée. Donc rappelez-vous, les infrastructures agroécologiques, c'est la partie qui est non cultivée et sur la partie cultivée, on peut aussi être hospitalier au vivant. Et donc déjà, en fait, le fait qu'il y ait différents ateliers agricoles m'a fait qu'on crée des habitats différents qui vont avoir des espèces inféodées différentes. En plus de ça, un pourquoi ça passe pas? On va avoir l'élevage qui va venir apporter encore plus d'hétérogénéité dans les milieux parce que les poules, les moutons vont passer à tout endroit de la ferme, dans tous les ateliers à différents moments. Ce qui fait que dans le verger, par exemple, au même moment, on va avoir des endroits avec des hautes herbes et qui sont en défend et les moutons ne vont pas aller dessus. Des endroits où ils vont être dessus, donc on va avoir deux couverts végétaux différents. Pareil, on rajoute ça avec les poules, ce qui fait que de partir juste sur un verger homogène, on va vraiment avoir, même au niveau des strates herbacées, une diversité, c'est ça sur toute la ferme. Donc toute cette diversité, elle va vraiment amener à forcément augmenter la biodiversité, la vie qui peut, peupler cette ferme et en plus de ça, bah, ce modèle vraiment il rentre en le but c'est que tous les ateliers rentrent en synergie. Les moutons passent partout donc par exemple, les chaumes, tout ce qui est après moisson, n'aurait servi à rien, bah, là les moutons vont directement le consommer et refertiliser les sols. Ils vont avoir une action de désherbage. Donc vraiment, le modèle est vraiment pensé pour faire avec le vivant, rentrer en synergie et travailler sur justement cette diversité. Maintenant, il y avait une question, c'était comment amplifier encore plus la ville, parce que c'est une volonté de la ferme. Mais par contre, le but, c'est pas de créer une réserve naturelle, c'est pas de tomber dans le cliché, entre guillemets, on a envie de protéger le vivant, on en met partout au détriment de l'activité agricole. Le but, c'est vraiment de montrer qu'il y a une synergie qui est possible entre le retour du vivant et l'activité économique agricole. Donc vraiment montrer que l'agriculture peut être au service du vivant et favoriser la vie et que la biodiversité, c'est pas juste quelque chose de contraignant, c'est aussi quelque chose qui peut favoriser, aider, soutenir le modèle agricole. Donc maintenant, la question, c'était comment amplifier encore plus la vie et comment encore pousser le curseur plus loin de ce qu'ils ont déjà fait, de ce que je vous ai présenté. Et bah, il y a des problèmes dans la vallée du Rhône et enfin, même au-delà, mais il y a vraiment les fermes sont vulnérables face à la sécheresse et aux inondations. Et en fin d'été, les prairies sont de plus en plus sèches et il y a plus rien à pâturer. Donc, moi, quand j'y étais, c'est souvent qu'on voyait, qu'on était obligé de nourrir les moutons, à partir d'août ou septembre parce que les prairies, on pouvait plus rien faire pâturer dessus, tout était sec. Donc, pour vous contextualiser, donc on est sur cette partie-là et là, vous voyez la petite croix rouge, le ruisseau, enfin du coup, le ruisseau agricole, donc là, vous voyez qu'il est là aujourd'hui, c'est le ruisseau Castor dont on va parler et sur lequel on va s'intéresser. Il y a, 3 ans, donc en 2023, il n'était pas sur la carte et tous les petits points bleus que vous voyez, c'est des mares qui ont été, créés grâce au Marathon de la biodiversité, donc un programme qui était financé par l'agglomération de Valence. C'est grâce à ce financement-là qu'on a pu débuser le cours d'eau et créer des petites mares autour, mais vraiment travailler sur les hominides sur la ferme. Et du coup, voilà, il faut vous imaginer qu'il y a 3 ans, il y avait quelques mares et des choses qui étaient déjà mises en place, mais il n'y avait vraiment pas ce ruisseau qui était là. Voilà, donc il y a 3 ans, c'était ça. Bien sûr, avant de faire des travaux, c'est important de s'assurer qu'on fasse pas n'importe quoi, qu'on n'explose pas tout. Donc l'état initial, c'est qu'on avait, bah, sur un habitat qui était assez homogène, comme vous voyez, bah, c'était les prairies de fauche, et juste à côté, il y avait une partie, cultivée en rotation chaque année de culture. Il y avait une biodiversité agricole assez homogène sur la parcelle qu'on trouvait un peu partout, il y avait pas d'espèces en jeu. Donc d'apporter un nouvel habitat et de remettre ce cours d'eau, à l'air libre après plusieurs décennies, embusé dans des buses en béton, c'était pas forcément, problématique, c'était même plutôt positif. Ça allait apporter un nouvel habitat, apporter des nouvelles fonctionnalités au système. Donc let's go, en 2023, du coup, c'est parti. Donc là, je suis la petite photo où vous voyez, donc on voit les buses qui dépassent, donc vraiment le cours d'eau était vraiment sous terre. Et alors, là, voilà, donc mars 2023, c'est le chantier de réouverture du RU. Donc, il y a une pelleteuse qui est venue, qui a fait un super travail, qui a enlevé donc toutes les bus que vous voyez là autour du titre, qui est venue les enlever. Et ça a permis de récupérer donc sur plusieurs centaines de mètres ce RU qui est à nouveau à l'air libre après plusieurs décennies embusé. Donc il était, en fonction des endroits, il était incisé, il était en profondeur, il était à 1 mètre de profondeur par rapport au niveau du sol. Donc il était un petit peu incisé quand même et la hauteur d'eau était de 10 centimètres. Donc on avait, plus ou moins, 10 centimètres de hauteur d'eau et on avait un cours d'eau qui était enfoncé de 1 mètre par rapport au niveau du sol.
Si on s'intéresse aussi, aux buses, je ne sais pas si vous voyez, mais si du coup vous voyez, mais quand on les a enlevées, ce qui était assez intéressant, c'est qu'elles étaient, remplies quasiment, elles étaient comblées à près de la moitié. Donc ça, c'est vraiment typique de quand on a des cours d'eau et que les ponts ou les bus sont mal dimensionnés. Le transport sédimentaire de la rivière donc, va être capté, va être bloqué dans ces endroits, ces espèces qui font des ces endroits qui font des espèces d'entonnoirs et bah, après quand il y a une inondation, déjà que le cours d'eau, il est rectiligne et qu'il est plus du tout fonctionnel, il est plus capable d'absorber les expansions de crues, bah, là, en plus, on a très vite, ça peut déborder et techniquement, dans la plaine de Valence, dès qu'il y a des grosses pluies, qui arrivent, ça fait comme un miroir d'eau pendant, une demi-journée parce que toute la plaine, s'est retrouvée inondée et en partie, bah, c'est parce qu'on a voulu drainer les cours d'eau, qu'on a voulu les cantonner dans des drains agricoles et en plus, bah, c'est qu'avec le temps, ils se bouchent donc l'effet, de comment dire? D'évacuation de l'eau est encore, déjà que de base, c'était pas forcément une très bonne idée et en plus, avec le temps, c'est de moins en moins intéressant. Juste aussi là, vous voyez une espèce de petite moule dans ma main, à droite, donc c'est la mulette épaisse. Donc c'est une espèce de moule d'eau douce qui est extrêmement rare, inféodée à une très bonne qualité d'eau, qui est dans le sédiment fin, voilà, qui peut vivre très longtemps. Là, c'est une moule qui a sûrement plus de 30 ans, donc ça met du temps, c'est une espèce qui est très longévive et on l'a retrouvée dans une des buses, donc elle était encore en vie, on l'a relâchée, mais on savait qu'il y avait, dans les cours d'eau à côté qu'on a redécouvert des populations de cette espèce, qui est extrêmement rare et menacée et du coup le fait de désambuser le cours d'eau, ça devrait le favoriser. Donc déjà, rien que là, le jour de la réouverture, surprise et pour la biodiversité, déjà, il y avait quelque chose de fort, quelque chose de positif, qui nous est apparu. Donc là, retenez bien ces images. On a en mars 2023 le chantier qui a été fait de réouverture du rue et maintenant, c'est quoi la suite? Parce que quand on regarde, bon, bah, on a essayé de faire un peu d'hydromorpho, on a essayé de reméandrer un petit peu le cours d'eau et on a un cours d'eau entre guillemets qui est un peu mort, qui est artificiel. Il a passé des décennies dans une buse. Il est plus du tout dans son lit, son linéaire de base. Il est quand même un petit peu contraint, il est incisé, il est plus à niveau. Donc du coup, la nappe d'accompagnement n'est pas, vraiment en lien avec, son aquifère. Donc c'est beau, on a remis le cours d'eau à l'air libre. Pour la biodiversité, ça devrait apporter quelques habitats qui devraient être bénéfiques pour la biodiversité et au niveau agricole, bon, bah, ça coupe la parcelle, mais ça apporte pas non plus grand chose de plus pour l'instant parce que le rue n'est vraiment pas «fonctionnel» entre guillemets. Donc la ferme, elle est vulnérable à la sécheresse et aux inondations comme on disait au début et pour recontextualiser, en fait, c'est que, pour revoir les termes de base, parce que je ne sais pas si tout le monde est au fait de ça, c'est que quand on a une, rivière, c'est un peu la face visible de l'iceberg. On a ce qu'on appelle la nappe d'accompagnement. Donc il faut imaginer que dans la terre, par capillarité, on a, de l'eau qui avance, qui est, avec la rivière. Quand, il pleut, bah, les plantes, en tout cas, il y a de l'eau, tout va bien. Et quand on rentre en sécheresse météorologique, donc la sécheresse météorologique, c'est quand il fait beau, il y a du soleil pendant longtemps et qu'il pleut plus. Là, je ne sais plus le nombre de jours exact qu'il faut et la température, mais la sécheresse météorologique, en gros, c'est l'été, quoi. C'est quelque chose de normal qui arrive et un système qui est en bon état de santé, un milieu qui est en bon état de santé, il est résilient, il est résistant face à ces milieux-là, il peut s'adapter parce que justement, les racines, là, elles peuvent aller puiser dans la nappe d'accompagnement. Il y a de l'eau qui est mobilisable. En revanche, quand un cours d'eau, il est incisé, donc en général, si vous pensez aux cours d'eau qui y a près de chez vous, ils ont quasiment tous cette tête-là parce qu'ils sont, spoiler, quasiment tous en mauvais état de conservation. Heu, la rivière, elle est beaucoup plus profonde, et du coup, la nappe d'accompagnement, bah, elle est beaucoup plus petite, elle est beaucoup plus en profondeur. Du coup, les racines, pour, vraiment là, je schématise grandement parce qu'on n'a pas le temps de présenter ça aujourd'hui. Elles vont avoir, bah, plus cette ressource en eau. Donc s'il pleut, ça va. Si on est en sécheresse météorologique, oui, pardon, le fait de plus avoir justement d'eau dans le sol, c'est ce qu'on appelle la sécheresse hydrique. Donc si jamais on a une sécheresse météorologique qui arrive quand on est en sécheresse hydrique, là, c'est la cata parce qu'il y a plus d'eau mobilisable, le système, il s'écroule, il s'effondre parce qu'il est plus du tout résistant face à la sécheresse. Et du coup, là, si on compare notre cours d'eau, donc en fin d'été, il y a ce qu'on appelle l'étiage, donc c'est le niveau d'eau le plus bas. Bah, là, le lit mineur du «rue», entre guillemets, son niveau, comme il est contraint, il est incisé, en fait, c'est le même que le cours d'eau s'il était à l'étiage naturellement. Ce qui fait vraiment qu'on a une surface,
Le côté éponge est vraiment, vraiment faible et en plus, comme c'est un cours d'eau qui a plus beaucoup de punch parce qu'il a été artificialisé, il a été embusé pendant longtemps, il y a un faible transport de sédiments. Donc on a vraiment un cours d'eau entre guillemets qui est plus du tout fonctionnel, qui apporte vraiment pas le rôle, qu'il pourrait apporter. C'est vraiment le problème quand on dit des rivières monochannel. Donc quand on a une rivière qui est en bon état de conservation, heu, on a vraiment plein de services écosystémiques qui sont présents. Déjà, donc comme vous le voyez, c'est des sols qui sont capables d'absorber l'eau. Donc là, je ne sais pas si vous voyez les flèches qui sont à la verticale, mais plus on s'éloigne et moins elles arrivent à absorber l'eau. Et le sol, entre guillemets, sur les côtés, c'est vraiment un sol qui arrive à capter l'eau, à l'infiltrer à fond. Les flèches transversales, c'est aussi pour montrer du coup cette nappe d'accompagnement, la rivière va la recharger. Et par contre, quand on arrive à l'étiage et que, le niveau d'eau est plus bas, bah, cette nappe d'accompagnement qui s'est pendant la période, hivernale, automnale, qui s'est remplie, elle va restituer cette eau dans la rivière, ce qui va éviter les asséches. On a vraiment plein de choses intéressantes et quand on a une rivière qui est en mauvais état de conservation, on va vraiment perdre ces verbes d'action d'une rivière. On va vraiment avoir juste un chenal simple qui court vers la mer, qui va éroder le sédiment et encore plus s'enfoncer. On va avoir une déconnexion à la plaine alluviale et vraiment une perte en résilience et en robustesse. On a vraiment cette espèce éponge qui est sèche et du coup on va être beaucoup plus vulnérable aux inondations parce qu'on a un cours d'eau où la terre n'est pas capable d'absorber l'eau. Elle est vraiment pas très perméable, donc du coup ça va tout de suite s'épandre et partir loin. Quand on est à l'étiage, comme il y a pas d'eau dans la nappe d'accompagnement, le cours d'eau, il va pas enfin la nappe d'accompagnement va pas pouvoir restituer de l'eau dans le cours d'eau et du coup, on va arriver très facilement à des asséches ou des asséches de plus en plus longs. Enfin bref, on rentre dans une spirale de dégradation qui est assez forte et on perd vraiment en fonctionnalité. Donc là, c'est un peu le moment où, Baptiste Morisot et Suzanne Aski travaillaient sur le bouquin, tiens pardon, le livre «Rendre l'eau à la terre». Et où vraiment il s'était inspiré de ce qui se faisait déjà aux États-Unis sur s'inspirer du castor, faire comme le castor, sur des cours d'eau où le castor aurait fait ça. Donc il y a vraiment, c'est pas quelque chose qu'on fait, n'importe comment, n'importe où, il y a vraiment une philosophie, une technique, une analyse du milieu. Et là, entre guillemets, on cochait toutes les cases de, voilà, si un castor passait par là, il aurait pu faire des ouvrages castor et ces ouvrages, les ouvrages que fait le castor auraient justement pas mal d'effets positifs. Parce qu'en entre guillemets, en créant un ouvrage qui est perméable, contrairement à certains ouvrages, que font l'homme, ces ouvrages sont perméables, donc ils laissent passer l'eau, mais par contre, ils vont ralentir les flux et du coup augmenter le temps de résidence de l'eau, ce qui fait que naturellement, le niveau d'eau va monter, donc revenir à niveau. Ça va aller éroder le sédiment sur le côté, donc ça va permettre et en plus, comme on a une matrice végétale dans l'ouvrage qui va capter le sédiment et faire comme un filet, donc vraiment, ça va permettre de rehausser le lit de la rivière et de la remettre à niveau. Du coup, on va remonter en remontant le cours d'eau, on va avoir cet effet de nappe d'accompagnement des pompes qui va être complètement, remis en «action» entre guillemets. Il y a aussi, ce pourquoi ça a émergé aux États-Unis, c'est quand même l'effet un peu coupe-feu et oasis face aux incendies, c'est que ça fait des zones un peu refuge en cas d'incendie où ça pourrait partir et du coup, c'était, assez important plutôt que d'avoir des paysages complètement brûlés sur des kilomètres. Ça préserve aussi les zones à enjeu en aval face au risque de crue. Parce que du coup, comme on a remonté la rivière, on l'a remonté, on l'a refonctionnalisé, qu'elle est capable d'absorber l'eau plus facilement. On va vraiment avoir une zone d'expansion de crue qui est plus forte et ça va éviter de tout déborder partout, comme je le montrais tout à l'heure. Ça va forcément diversifier les habitats aquatiques. On va pas avoir juste une rivière qui court vers la mer. On va avoir des zones de ralentissement, des zones où ça accélère, des endroits avec du sédiment fin, des endroits avec du sédiment plus grossier, des hauteurs d'eau différentes, du coup des températures d'eau différentes, ça va créer des vasières, plein de choses. Du coup, on va vraiment avoir une grande diversité d'habitats aquatiques et qui dit diversité d'habitat dit diversité de fonctionnalités. Et en gros, ça fait rentrer la rivière dans une spirale de régénération active et ça augmente la résilience du système. Donc, ça va être tout intérêt à apporter en fait ces intérêts-là dans le monde agricole. Les bénéfices agricoles directs, forcément, ça va être de réactiver l'effet éponge en stockant de l'eau dans les zones humides pour éviter justement ces périodes à sec. Et indirectement, aussi, et aussi éviter les crues, comme je disais tout à l'heure. Et il y a aussi ce côté, diversifier les habitats aquatiques, ça va ramener de la diversité, donc ça va ramener des fonctionnalités dans le système agricole. Et il y a forcément qui vont être un peu négatives, il y en a qui vont être positives, il y en a qui vont être neutres, mais on ramène de la complexité, donc c'est forcément, entre guillemets, pour son aide-là, positif. Donc du coup, en avril 2023, donc en mars, il y a eu le chantier de réouverture. En avril, on fait le premier chantier, test
pour les ouvrages low-tech, castor mimétique. Donc ça a été les premiers en France, à tester où on a testé ça. Donc comme tout à l'heure, il y a eu un état initial, donc il y avait pas d'espèces en jeu. Entre mars et avril, il y avait peu de chances qu'il y ait de la colonisation. Il y avait pas d'espèces en jeu dans le cours d'eau, donc il y avait pas trop de soucis niveau biodiversité. On n'allait pas faire de dégâts en faisant quelque chose, on pouvait que aggrader, apporter du positif pour le milieu. Et au niveau réglementaire, parce que les cours d'eau, on fait pas ce qu'on veut dedans. C'était un cours d'eau qui était non déclaré, donc déjà ça aide beaucoup. Et en plus, on était accompagné par les Gémapiens du secteur, donc vraiment c'est quelque chose qui se fait en concertation avec le monde de la rivière. C'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau. Du coup, il y avait tout qui était ok pour faire un test ici, qui allait avoir très peu d'impact entre guillemets. Voilà, ça permettait de voir, faire un laboratoire et d'en tirer les enseignements dont certains, on va vous en parler aujourd'hui. Donc là, vous voyez, donc le cours d'eau, on voyait qu'il était enfoncé avec une faible hauteur d'eau, qui était monochonale en mars. Là, en ouvrant, on a vraiment remonté la lame d'eau, on a remis à niveau. On a ouvert du coup des chenaux secondaires. Donc là, on en voit un sur la photo de gauche, sur la photo de droite, on en voit un deuxième. Donc du coup, on a augmenté le chevelu du ruche. Donc on a augmenté la surface en zone humide. Euh, Ceux qui pourraient s'inquiéter en disant que du coup on a ralenti l'eau et du coup on a perdu l'habitat entre guillemets de rivière avec un écoulement assez rapide. Le chenal secondaire, c'est exactement le même habitat qu'on voit en mars, mais en plus on a gagné un habitat supplémentaire, c'est ces espèces de gros bassins à castor entre guillemets, où là on va avoir une eau plus lente, on va avoir du sédiment plus fin qui va s'accumuler. On va avoir des vasières sur les côtés qui vont s'être créées du coup aussi. Donc voilà plus ou moins le chantier en avril, ce qui s'est passé. Donc on était tous assez contents des effets. Voilà. Après on passe en mai et là on va être sur les premières inquiétudes parce que du coup le fait de ralentir l'eau et de entre guillemets stocker l'eau heu, sur un ruche qui est agricole, juste le voisin, de derrière la haie comme vous voyez juste derrière, on est en maïs, maïsiculture intensive. Donc niveau intrant, je peux vous dire que ça dépote et du coup, l'eau s'est très rapidement eutrophisée et en amont, on avait des amas d'algues verts énormes partout, liés à une faible profondeur, et une explosion des algues de milieu eutrophe parce que du coup, le phosphorus elle était extrêmement eutrophe, chargé en nutriments. Et du coup, il y a eu les premières inquiétudes en se disant, peut-être que ça marche pas en contexte agricole, que le milieu est trop artificialisé, que ça va être problématique, que c'était peut-être un raté, que c'était peut-être pas bon. Heureusement, on va arriver au printemps. Très vite, les algues sont parties ou sont redescendues à un niveau beaucoup plus acceptable. La végétation a commencé à pousser très très vite. Il y avait les agris du dessus nous ont envoyé tout ce qu'il fallait pour que ça pousse vite. Et on a eu déjà les espèces communes de la ferme qu'on connaissait. Donc là, par exemple, en bas, on voit une pie bavarde qui ont commencé à venir exploiter le milieu. Donc, elle, on la voit, là, c'est des photos, pièges photos. Elle est en train de boire et de se laver. On a des espèces migratrices qui viennent faire halte sur la ferme qu'on n'avait jamais vue auparavant. Donc, en haut à gauche, vous avez le chevalier gambette. Donc, c'est un limicole, ces grands échassiers qui vont chasser dans les vasières. Là, on a créé un nouvel habitat. En quelques mois, il y avait déjà visiblement des invertébrés, des insectes, des larves qui étaient dans la vase. Donc, il est venu pendant plusieurs jours, quasiment en fait toute la période de migration, on avait des limicoles qui venaient sur ce nouvel habitat pour se nourrir. Et on a eu aussi des espèces de libellules pionnières. Donc, les espèces pionnières, c'est des espèces qui vont venir quand un milieu est nouveau, à son premier stade climatique, entre guillemets, donc un milieu, entre guillemets, un peu oui, nouveau, qui vient d'arriver. On a des espèces qui sont vraiment spécialisées dans ces milieux-là, qui ont une grande capacité de déplacement, qui vont vite arriver pour le coloniser. Donc la libellule déprimée, là, comme vous le voyez, c'est des espèces qui sont vraiment pionnières, qui vont arriver assez vite. Et tout le cortège d'espèces pionnières qui auraient pu être intéressées par les habitats qu'on a proposés avec cette rivière castor, sont arrivés très vite dès le printemps. Donc déjà, c'était assez impressionnant de voir la végétation qui pousse très vite. Tout le cortège pionnier qu'on aurait pu avoir, il est arrivé. En termes d'espèces migratrices, des vasières et des zones humides, on les a quasiment tous vus. Vous verrez des photos après au siège photo, mais on a quasiment tout eu dès les premiers mois, donc c'était déjà assez impressionnant. Et du coup, on va au-delà. Ce n'est pas juste des habitats de reproduction, même si c'était pas encore présent pour beaucoup d'espèces. On avait déjà c'était déjà une zone d'alimentation ou juste de halte ou de repos, donc c'était assez intéressant. Après, on arrive du coup donc dans le printemps 2023, on commence à voir des choses qui se dessinent.
Donc comme je disais tout à l'heure, contrairement à tout à l'heure, là, donc vous voyez déjà ça a poussé, en quelques mois, ça a vraiment beaucoup poussé. Là, on est en juin. Hem, donc on a de la fragrite, on a du roseau, on a des iris. On a, vous le voyez sur le côté à droite, le petit, chenal secondaire qui est rapide. On a les bassins où il y a des joncs qui ont poussé. Il y a le saule qui a repris très vite. Donc on a vraiment plein d'habitats différents. On a vu, plein de choses se passer, notamment l'épinoche, très vite est colonisé pardon, les bassins où il y avait de la végétation qui a poussé, donc c'était vraiment l'habitat de l'épinard donc qui est venu dans ces parties-là. Sur le début du ruisseau, on a le Calopteryx haemorrhoidalis, que vous voyez là, l'espèce de libellule rouge, métallique, qui a explosé sur cette partie-là du ruisseau. C'est vraiment son habitat, les zones, un peu courantes avec beaucoup de végétation, rivulaire parce qu'en fait, il va aller pondre, sous l'eau dans la végétation aquatique. Au début, à la confluence entre les 2, on avait beaucoup de truites qui sont revenues, et qui ont frayé, donc dans cette partie-là, voilà. Sur le côté, dans la roselière, pareil, c'était l'habitat de l'agrillon ma de l'agrillon de mercure, donc qui est pareil, une espèce, typique, assez rare et menacée, des villes, en fait, de milieux ag qui était présent dans les milieux agricoles, donc qui était dans ces espèces de rivières, dans ces, fossés, dans ces grains, hem ouvert, en milieu ouvert avec de la végétation de zone humide assez dense et forcément avec le curage, l'entretien et les pesticides, ça a disparu donc c'est une espèce qui s'est cassée la figure et là du coup elle a très vite recolonisé donc elle était déjà présente sur la ferme à d'autres endroits mais elle a très vite recolonisé la zone. On a les grenouilles vertes pareil qui ont profité comment ça s'appelle? Des vasières sur les bordures du cours d'eau pour venir coloniser et là la libellule que vous voyez bleue en haut à droite, c'est, l'Orthotrom, Bruneum. Donc lui, il a adoré en gros la partie c'est une, libellule spécialiste des eaux stagnantes. Il a adoré la partie de prairie qui était du coup, inondée. Ça faisait du coup de l'eau stagnante. On a son voisin, l'Orthotrom bleuissant, lui qui est plutôt dans la partie vive, qui était présent du coup, qui est venu coloniser la partie, hem, de rizière avec un peu de courant là sur le côté. Donc là, j'ai pris un petit peu de temps pour vous montrer quelques espèces qu'on a vu arriver dès le printemps 2023 pour de la colonisation. Chacune avait un habitat différent. Donc déjà là, juste, je vous ai montré 6-7 espèces. C'est déjà, il y a déjà beaucoup à raconter sur le milieu, ce qui s'est passé, et c'est qu'en quelques mois. Mais en fait, ça a été ça sur des dizaines et des dizaines d'espèces qu'on a vu arriver, qui ont colonisé, qui avaient des habitats différents. Et on a vraiment vu une micro-diversité d'habitats recréée grâce à ces ouvrages, déjà en quelques temps. Après, on arrive en été, et là, c'était aussi assez intéressant dans le milieu agricole plus général, parce que forcément en été, quasiment tout commençait à être sec. Le printemps, c'est très sympa partout, mais là, on commençait à voir les prairies qui étaient sèches, les plantes à fleurs, ben, il n'y en avait plus vraiment et le seul endroit où il y avait des fleurs, c'était au niveau du ruisseau Castor, notamment avec la salicaire commune, donc la plante que vous voyez qui fait des épis roses, bah, très jolie et ce qui fait qu'on avait une, disponibilité florale, on avait du nectar, même en fin été, ce qui a fait que enfin, là, c'était un nuage d'abeilles, de papillons, de mouches et de coléoptères. Enfin, il y avait vraiment tout un plein de pollinisateurs, c'était sublime et bah, ça apportait vraiment une zone essentielle pour ces espèces-là en été. Heu et on a des espèces, bah, par exemple les corneilles qui venaient boire tout le temps. On a même des espèces beaucoup plus rares comme la pigrèche écorcheur qui n'a rien à voir avec les zones humides et pourtant, bah, qui venait, boire et se baigner régulièrement, dans cette zone, qui est même venu chasser parce qu'il y avait plus d'insectes, pour se nourrir. Donc il y a vraiment on s'est rendu compte aussi qu'il y avait vraiment une importance au-delà, juste de l'aspect, zone humide, espèces, des zones humides. On avait ça le ruisseau Castor résonnait et servait au-delà et venait servir à beaucoup d'espèces de la ferme sans forcément être, comment ça s'appelle? Sans forcément être afféodé à la zone humide et je ne sais pas si vous le voyez là un petit peu sur les photos, mais comme de par hasard, la partie qui est inondée, la partie proche du ruisseau, ça fait des prairies qui étaient encore bien vertes, alors que tout le reste est sec et c'est limite du désert. Donc du coup, on a ce constat de diversité, d'habitat, et de recolonisation qui est assez fort. Donc on avait besoin déjà dans un temps rapide de mettre en place des inventaires, donc qui sont exhaustifs parce qu'on passe notre temps, on calcule pas notre temps, on est là, on regarde, on note tout ce qu'on voit et on interprète. Donc on est sur de l'empirique, donc on va vraiment interpréter avec le à dire d'experts, comprendre ce qui se passe, s'intéresser à ce qui se passe, essayer d'interpréter les signes du vivant de pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on n'a pas ça par contre alors qu'on aurait pu l'avoir. Donc c'est vraiment assez intéressant et ça permet, bah, là, dans un temps court, 3 ans,
de déjà, par exemple, vous faire un webinaire aujourd'hui, de vous raconter ce qui s'est passé, ce que ça veut dire, entre guillemets, ce qu'on a interprété de ces observations-là. Mais c'était aussi important de démarrer des suivis protocolés et standardisés pour apporter de la robustesse et du coup la méthode scientifique dans les analyses et les interprétations de ce qu'on va voir. Donc la différence entre un inventaire et des suivis protocolés standardisés, c'est que les suivis protocolés standardisés, on va borner la méthodologie d'échantillonnage, donc la méthode de récupérer les données, les informations. Donc souvent, c'est un temps et un espace donné limité qu'on réplique et c'est fait partout pareil. Ce qui fait qu'on ne compare pas des choux et des carottes, mais des unités qui sont similaires et ce qui permet, avec le temps, de pouvoir calculer des tendances, de voir ce qui augmente, ce qui diminue, de vraiment avoir plus d'informations qui soient fiables. Pas que c'est pas fiable les inventaires, mais on gagne en robustesse, on gagne en sérieux dans des analyses protocolées. Donc, par contre, le monde de la rivière, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Il y a plein de compétences différentes. On pourrait s'intéresser à la qualité de l'eau et les indicateurs avec des macro-invertébrés d'eau douce, mais c'est quelque chose de très lourd. Il y a plein de choses qu'on pourrait s'amuser à faire pour regarder au niveau des sédiments, la température de l'eau, pour essayer de comprendre les habitats de la rivière. Mais par chance, on a aussi des indicateurs qui sont plus accessibles, qui sont plus faciles à prendre en compte, notamment les libellules qui ont des ailes, qui se déplacent beaucoup et comme je vous le racontais, en quelques mois, on avait déjà des libellules qui venaient coloniser le nouvel habitat. Donc très vite, quand on a besoin d'avoir des résultats et des impressions assez vite, la libellule, c'est un bon indicateur parce qu'elle va arriver très vite sur le milieu et en plus chaque espèce a des habitats, des besoins différents comme je vous ai un petit peu montré avant avec les orthétromes et les caloptérix. Du coup, on a déjà une information sur la diversité de milieux, leur fonctionnalité, parce que si une espèce vient sur un milieu pour y vivre, c'est que le milieu est fonctionnel pour l'espèce. Donc, on a déjà des informations assez intéressantes, même si on dézoome un petit peu et qu'on perd en précision, on a quand même des informations de fonctionnalité et d'attrait des milieux et de diversité des milieux. On s'est intéressé aussi aux amphibiens et aux reptiles parce qu'il y avait un protocole qui était assez facile à mettre en place et qui permet de suivre l'abondance, donc pareil, suivre des choses. Et on s'était aussi intéressé aux chauves-souris parce que on peut mettre des micros la nuit et on va prendre l'activité des chauves-souris et voir s'il y a eu des différences d'activité de chauves-souris, si elles passaient par la rivière parce que ça leur fait un corridor écologique. S'il y avait une grosse activité de chat, donc ça voulait dire qu'il y avait de la biomasse, qu'il y avait de la vie dans la rivière, des macro-invertébrés d'eau douce qui en sortaient. Donc voilà, c'est une espèce d'indicateur qui nous permettait facilement, sans trop de moyens, déjà d'avoir des infos un peu plus robustes et scientifiques. Donc, voilà. Donc pour les premiers résultats qu'on a eus, pour faire simple et après je vais approfondir un tout petit peu sur d'autres choses, on n'avait pas directement de nouvelles espèces sur la ferme grâce au ruisseau Castor là, au bout de quelques mois. En même temps, j'ai envie de dire, c'est de la dispersion, c'est de la colonisation, donc c'est les espèces qui avaient autour qui venaient si l'habitat leur semblait intéressant. Donc c'est pas étonnant qu'on n'ait pas eu directement de nouvelles espèces, c'était pas non plus, voilà. Et par contre, on avait plusieurs cortèges, donc des cortèges d'espèces, d'habitats différents qui étaient présents sur la ferme à des endroits très différents. Et ben, on avait tous ces cortèges-là qui, sur le ruisseau Castor, cohabitaient parce qu'il y avait vraiment une diversité d'habitats qui était telle que, tous ces cortèges différents trouvaient une niche écologique qui leur convenait. Et autre chose qu'on a remarqué, c'est que très vite, l'abondance globale des espèces était, ça croissait sensiblement et même par rapport à d'autres habitats sur la ferme. Donc c'était assez intéressant à voir. Donc ça, je reparlerai des suivis juste après, mais pour ça, il faut qu'on avance un petit peu, sinon je vais trop vous spoiler. On arrive maintenant à l'automne-hiver 2023, donc c'était plutôt le temps des voyageurs, des oiseaux de passage et des hivernants. Et là, quelles ne font pas les grosses surprises. Je ne sais pas si vous connaissez l'oiseau, un peu terne, en bas à gauche, mais c'est une cigogne noire juvénile. Donc c'est un jeune, elle a pas encore, ces belles couleurs noires, bleues irisées sur le dos et un bec rouge vif. Mais c'est un oiseau qui est extrêmement rare, en migration, qui passe par la vallée du Rhône, par, quelques individus par-ci par-là. Mais c'est un oiseau, dans la plaine valencienne, c'est un oiseau, de rivière forestière, qui va chasser, dans les zones humides. C'est un habitat qui est plus présent, dans la Drôme. Du coup, malheureusement, c'est des oiseaux qui font des longs trajets sans s'arrêter et qui qui brûlent leurs ressources parce que les habitats dans ces endroits-là n'existent plus et là, voilà, la saison de migration de la cigogne noire commence à débuter. On a eu la cigogne noire, une qui s'est arrêtée et qui est venue une journée entière pour venir se nourrir sur la ferme, manger des grenouilles qui avaient déjà bien explosé en termes d'abondance. Donc en même pas 1 an, 6 mois, on avait déjà même des gros oiseaux prédateurs, entre guillemets, qui ont trouvé un intérêt et c'est assez beau dans le sens où
On a maintenant, entre guillemets, un désert de zones humides sur une grande partie, qui soit favorable à beaucoup d'espèces et de passages. Et là, on fait ce petit ruisseau de quelques centaines de mètres, restauré en quelques mois, au fin fond de la plaine de maïsiculture intensive de Valence. Et on a une cigogne noire qui va venir se poser, qui va venir se nourrir et qui va tirer profit et bénéfice de ce travail qui a été fait. Donc c'était extrêmement, il y a plein d'autres espèces qu'on a vues, mais ça, c'est vraiment un peu le on s'attendait pas à ça, ça paraissait assez improbable et aussi vite encore plus improbable. Et après, je sais pas si vous voyez, mais là, en haut à gauche, on a la bécassine sourde et en bas à droite, on a la bécassine des marais. Donc, c'est 2 oiseaux qui sont venus, pareil, qui s'arrêtent en migration sur les zones humides et eux qui sont restés tout l'hiver. Donc, ces oiseaux qui sont hivernants en France. Mais la bécassine sourde, dans la Drôme, la seule zone d'hivernage connue en France maintenant, en Drôme maintenant aujourd'hui, c'est la ferme du Grand Laval, dans la zone, alors les prairies inondées, plus ou moins grâce au ruisseau Castor. Et la bécassine de marais, elle a d'autres zones d'hivernage en Drôme, mais on a, je sais plus, mais ils sont arrivés là, en 2026, il y a eu un comptage. Je crois qu'il y a une quinzaine de bécassines des marais et une quinzaine de bécassines sourdes et une, trentaine de bécassines des marais. Donc on arrive à des niveaux d'abondance pour la surface qui sont assez impressionnants. Et c'est vraiment, du coup, comme je vous disais, c'est la seule station d'hivernage, la seul endroit connu en Drôme où la bécassine sourde hiverne, c'est dans cette prairie inondée grâce au barrage Castor. Donc c'est vraiment assez beau. Et comme vous le voyez, il y a les moutons derrière toujours qui pâturent. Donc on a une zone qui est toujours attractive enfin, en fin de saison pour les moutons. Et c'est pas une zone qui a été soustraite au milieu agricole, c'est vraiment une zone qui est utile pour l'activité agricole. Après, du coup, on va arriver en 2024. Donc là, vous voyez que les sols ont bien repoussé sur la répiscive. Ça a vraiment, je ne sais pas si vous voyez par transparence, mais ça a un petit peu changé. Les sédiments sont venus remonter le niveau le lit. Et du coup, on a vraiment ce côté-là à niveau qui arrivait donc très très vite, malgré le fait que la rivière soit pas très punchy et que elle ait pas beaucoup de débit. Quand il y a eu des crues, et des forts épisodes pluvieux, vraiment, il y a plein de sédiments qui sont arrivés, ça a bien capté, ça a remis la rivière à niveau et on a vraiment des habitages, je sais pas si vous voyez là, mais on a des îlots de végétation aquatique qui ont poussé, donc c'est des endroits où le sédiment va être un peu plus épais, enfin un peu plus haut et plus fin. On va avoir des endroits où ça va être, va pas y avoir cette végétation aquatique, on va avoir du coup du sédiment plus gros, plus grossier et l'eau qui va aller plus vite, donc on a vraiment plein d'habitats. C'est vraiment complexifié en moins d'un an. Et quand j'écris amnésie, c'est parce que, on a vu très vite qu'on faisait quelque chose de bien, qu'on renouait avec ce qu'est une vraie rivière, la vraie définition d'une rivière, que ça apportait du positif pour la biodiversité. Mais vous allez voir ce qui est arrivé cette année-là, et déjà avec la cigogne noire tout à l'heure, et les bécassines, on a un petit aperçu. C'est que, enfin moi le premier et d'autres en discutant, on s'attendait pas à ce qu'une rivière fasse ça, puisse faire ça, puisse apporter ça si vite dans un tel contexte, sur un tel milieu. On est quand même en milieu agricole dans la plaine Oui, valencienne avec du maïs d'accord, partout. je descends. Ça paraissait étonnant de pouvoir aller aussi loin et voilà, 2024, il y a la loutre qui passe. Donc pareil, il y a un animal extrêmement menacé qui a failli disparaître de France il y a plusieurs décennies, là qui entame une action de recolonisation. Donc elle va aller de mieux en mieux d'année en année et de reprendre quasiment tout son territoire d'antan et d'être représentée quasiment partout en France. Donc on est sur une dynamique qui est positive, mais on a la loutre qui est passée, 1 an après avoir fait ça dans cet habitat, elle est venue manger, elle est passée. Donc on a une continuité écologique qui s'est refaite pour un animal qui a beaucoup de problématiques dans sa recolonisation, à passer les routes, à avoir des longs chevelus de rivière qui soient suffisamment fonctionnels pour qu'elle puisse passer et disperser. Donc voilà, là on a eu cette information-là et c'est quand même vraiment une espèce à enjeu extrêmement rare, menacée. Donc c'était assez impressionnant de voir ça. Et encore plus fou, on a la marouette ponctuée qui est arrivée donc en fin de printemps, enfin en début de printemps 2024. Donc la marouette ponctuée, c'est un oiseau sûrement que vous ne connaissez pas si vous n'êtes pas trop ornithologue, parce que c'est un oiseau qui est extrêmement rare, qui ressemble un peu à une poule d'eau, mais qu'on voit jamais, qu'on n'entend jamais. Et juste maintenant, il y a quelques zones humides de très grande qualité en France où elle niche, mais c'est peanuts quoi. Il y a une centaine de couples en France. Et on a des zones humides bien plus qualitatives que ce qui a été créé en un an au Grand Laval. Et du coup, on l'a vu, on était super contents parce qu'elle a chanté un petit peu. Il y a un mâle qui a chanté à cette période-là. Et quand ils reviennent de migration d'Afrique et qu'ils vont coloniser leur territoire de reproduction,
c'est courant que les mâles, enfin que les marouettes s'arrêtent en France dans les roselières pour reprendre un petit peu d'énergie. Elles vont manger les escargots surtout et elles vont, pousser 2-3 cris de chansonnette la nuit et repartir quelques jours plus tard. Sauf que là, ça a continué, elle a pas arrêté de chanter et du coup, des pièges photos ont été mis en place pour voir ce qui se passait et dans la prairie inondée, donc pareil, un habitat qui est en fait extrêmement rare. Si vous voyez sur la droite, il y a toute la prairie qui est inondée sur plusieurs dizaines de mètres et dans cet habitat-là, qui est au final un habitat qu'on voit plus trop parce qu'aujourd'hui on a tendance à drainer, on n'a pas envie d'avoir de l'eau dans les prairies. Hem, Bah, la marmite ponctuée a niché. Là, ce que vous voyez, c'est un petit, le bec il est jaune. C'est un jeune de l'année qui a été pris en photo, donc la marmite ponctuée a fait 2 jeunes. Donc pour encore faire des scoops, à mémoire d'homme, la marmite ponctuée n'a jamais niché en Drôme. Tellement, ça fait longtemps que les habitats en Drôme, favorables à l'espèce ont disparu et elle n'avait jamais niché à mémoire d'homme dans la Drôme. Et par contre, pour recontextualiser, la marmite ponctuée, donc là, ça paraît complètement fou et on pensait pas que le potentiel de cette petite action de remettre du bois dans la rivière et de se prendre pour un castor allait faire autant. Quand on regarde les écrits de chasseurs ou qu'on va vraiment, loin, 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 la marmite ponctuée, il y en avait plus que les poules d'eau et c'était un peu le plat du pauvre, quoi. Il y avait des chasseurs, ils mangeaient ça, ils allaient les chercher, il y avait plus que des poules d'eau dans les zones humides, dans les prairies et tout. Donc maintenant, c'est un oiseau extrêmement rare, protégé, qu'on trouve quasiment jamais. Donc pour vous dire vraiment ce côté amnésique, petit à petit, on remet les pièces du puzzle en place et déjà en 1 an, on est à la fois extrêmement heureux et impressionné de voir ce qui revient et de ce que ça raconte ce milieu et en même temps, on se dit: «Mais punaise, l'amnésie du milieu rivière, des zones humides, qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on a perdu?» On pense quand on fait des actions de restauration ou quoi que ce soit, on a des objectifs de bon état écologique de la rivière, en fait, qui sont, ça se trouve, bien en dessous de ce qu'une rivière était avant qu'on s'en rappelle et c'est assez vertigineux. Mais en même temps, du coup, ça porte de l'espoir parce que ça peut revenir très, très vite. Donc maintenant, on va reparler un petit peu, des, comment dire? Des inventaires. 2024, du coup, c'est 1 an après, donc on a déjà les premières reproductions qui sont avérées sur le site. Donc toutes les espèces de libellules, par exemple, qui ont colonisé, en 2023, hem, elles vont pondre, elles vont faire une larve et si on trouve des larves où on voit ce qu'on appelle les exuvies, donc c'est la peau morte de la larve que vous voyez, posée sur une branche, on sait que l'espèce s'est reproduite parce que, la larve s'est développée et la larve est sortie. Donc du coup, on a eu les premières espèces où on savait qu'on avait une preuve de reproduction sur le site. Quasiment tout ce qu'on a vu, on a réussi à prouver qu'il y a une reproduction qui a colonisé l'année dernière en 2020, enfin en 2023, on a pu prouver qu'il y avait une reproduction sur le site. Les amphibiens, comme le crapaud commun, ont explosé aussi. Il y a eu des plantes partout dans la fameuse prairie humide là, dont je vous racontais. Donc, on a eu aussi niveau abondance de quasiment tout ce qu'on a pu compter et dénombrer avec des protocoles. On a eu assez, en termes d'abondance, c'était assez fort. Donc, richesse spécifique, c'est intéressant parce qu'on a une diversité d'espèces, on a une diversité de fonctionnalités dans le milieu. Et l'abondance, c'est cette fonction qui arrive dans le milieu, à quel point elle va être puissante. Donc, plus les espèces sont abondantes, plus cette fonctionnalité va être puissante, va être présente. Même si elle n'a pas de lien direct avec l'activité agricole, on va avoir ces activités qui vont monter en puissance. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on voit. On n'a pas juste un petit jardin avec une espèce par-ci par-là, on a vraiment une abondance globale qui augmente. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Donc on a une augmentation des habitats favorables pour certains. Donc par exemple, là vous avez là en haut à gauche un petit passereau des zones humides, la bouscarle de Séti qui était présente sur la ferme, donc d'autres zones humides, donc d'autres mares, donc d'autres lots qui ont été mis en place. Mais du coup, elle est très vite arrivée et a niché sur, la partie castor. On a aussi un rôle écologique supplémentaire pour d'autres. Par exemple, la chevette la petite chouette là qu'on voit, on a des photos, pièges photos où elle vient se nourrir, elle vient s'abreuver, elle vient se nourrir. Donc on a vraiment toujours cette fonction. On n'a pas que les espèces des zones humides qui en profitent, on a vraiment tout. Et pour le monde agricole, bah là, vous voyez les patous, mais les moutons viennent boire, ils ont de l'herbe qui est verte, même en été. Donc, on a vraiment toujours cette synergie entre régénération du vivant sur un milieu agricole et la biodiversité au service, le vivant au service de l'activité agricole. Et que de surprise, donc du coup, là, vous voyez des espèces qui sont venues. On a le burocris, donc un petit héron nocturne qui est venu, se nourrir, en fait, il s'est sûrement reproduit, sur la ferme, sur un étang qui est à côté et il venait se nourrir comment ça s'appelle? Dans le ruisseau Castor. On a des gros rapaces, comme le cirquet de Jean Leblanc, donc qui est un prédateur de serpents, ou le busard des roseaux, donc des espèces qui sont migratrices ou qui vont chasser dans le milieu, mais beaucoup plus large.
mais qui sont venus, tirer profit, peut-être juste le temps d'une baignade ou de prendre un petit peu d'eau ou de se poser, mais qui sont passés. On a d'autres de rapaces nocturnes comme le petit duc scope, le hibou moyen duc pareil, qui sont potentiellement reproducteurs sur la ferme, qui sont nuls. La marouette ponctuée, donc là, vous voyez un adulte, donc avec son petit bec beaucoup plus coloré. Donc on commence à avoir un panel d'espèces à enjeu, d'espèces rares, d'espèces, quand même vachement intéressantes et surprenantes qui sont venues exploiter ce milieu-là, que ça soit pour se reproduire, que ça soit pour se nourrir ou juste pour se reposer ou voir quoi que ce soit. Et au final, en 2024, on avait déjà un tiers des oiseaux connus de la ferme où on a vu utiliser au moins une fois cet espace. Donc vraiment pour montrer, ce côté assez impressionnant. Et maintenant, si on part, là vraiment des suites protocolées où je vais vraiment pouvoir vous donner des chiffres. Donc là, vous avez un graphique des surfaces cumulées en milieu humide et aquatique sur la ferme. Donc il y avait déjà, comme je disais, donc il y avait des rues qui étaient déjà présents, il y avait des mares qui avaient déjà été creusées. En 2023, donc il y a eu ces projets de création de mares et du ruisseau Castor. Et donc là, on voit vraiment une explosion, de la surface en zone humide. Et à ça a suivi vraiment du coup, le cortège d'Odonates. Donc du coup, on a fait un suivi protocolaire qui s'appelle le STELI. Donc il y a un temps défini et une surface définie, ce qui fait que les chiffres que je vous donne, entre guillemets, ils ont du sens, on peut les comparer, on peut les analyser parce qu'on fait tout le temps la même chose et en faisant tout le temps la même chose, là, comme on voit qu'il y a une augmentation. Donc si on prend tous les passages qu'on a fait par an, heu et juste les maxima par espèce, donc le nombre maximal d'espèces heu le nombre maximal d'individus d'une espèce, on voit vraiment que, il y a une augmentation, significative à partir du moment où il y a ces milieux humides qui ont été créés, heu et que, ça s'arrête pas, quoi. Donc là, je commence à vous spoiler les années suivantes, mais ça s'arrête pas. Donc c'est normal pour les libellules qu'il y ait un an de décalage, dans le sens où la libellule, elle va arriver, elle va coloniser, elle va pondre, les larves vont se développer et l'année d'après, forcément, on va avoir un plus gros cortège, enfin, on va avoir une plus grosse abondance puisqu'on va avoir les espèces natives qui vont, continuer à faire, mais on a vraiment une augmentation et on a une augmentation de 52 par an, entre guillemets, en abondance globale de libellules sur le site depuis, qu'on fait les suivis, donc depuis 2019. Donc c'est vraiment quelque chose qui continue, qui est assez fort et c'est vraiment, des densités qui deviennent assez fortes. Vraiment, quand on y va, ça fourmille de libellules, c'est assez impressionnant. Enfin, si vous pensez à des zones humides où il y a des libellules enfin voilà, on a ja on je sais pas si vous avez la chance de connaître des endroits où ça fourmille de libellules qui volent de partout. Après, si on regarde aussi ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a sur ce ruisseau Castor qui est extrêmement diversifié et aussi au niveau de la ferme, on a plus de 85 des libellules de la Drôme qui sont présents sur ce ruisseau Castor ou aux alentours, c'est les autres zones humides créées par la ferme. Donc on a vraiment une diversité d'habitat qui est extrêmement représentative et ce qui fait qu'on arrive, à vraiment avoir, en fait, tout ce qu'on pourrait avoir dans la Drôme en libellule, on arrive à l'avoir sur la ferme. Les 15 restants, entre guillemets, c'est des espèces d'altitude ou de milieux extrêmement spécifiques qui sont pas présents à cet endroit-là. Mais vraiment, c'est aussi un indicateur assez intéressant, c'est que tout ce qu'on pourrait avoir, on l'a. Donc, entre guillemets, ça marche et c'est fonctionnel. Et on arrive vraiment à avoir une diversité d'habitat qui est telle que on arrive à être, représentatif de ce paysage-là, de ce milieu-là qu'il y avait avant. Pour ce qui est des espèces, donc là, si on s'intéresse, c'est le total annuel par espèce. Et on voit qu'en fonction des espèces, on a des espèces qui ont explosé, donc comme le Calopteryx emoridalis, donc la petite libellule rouge métallisée que je vous montrais tout à l'heure, qui a vraiment explosé. Vraiment, ça a créé son habitat et ça l'a favorisé. On a et du coup, on n'a que des effets positifs ou neutres. On n'a pas d'espèces qui diminuent depuis ça, encore heureux. Mais les espèces pour lesquelles c'est neutre, notamment, c'est la libellule d'Epsomée, comme je vous le disais, c'est une espèce qui est pionnière. Donc, elle va arriver sur un milieu qui est nouveau. Et quand il va commencer à se refermer, que les plantes, les cortèges vont commencer à se développer, c'est une espèce qui va disparaître progressivement ou qui va plus être très présente. Donc, c'est la dépressa, c'est la ligne qui est orange en bas. Vous voyez qu'en 2023, elle a augmenté sur la ferme beaucoup parce qu'on a créé un nouvel habitat pionnier et qu'après elle est redevenue à un état un peu stable parce que, voilà, le milieu a changé, a progressé, il y a plus de milieu pionnier, donc elle a rediminué et elle s'est stabilisée. Attends, juste, il y a une phrase là-haut, mais c'est oui, donc en gros, c'est que, la surface de zone humide, elle a triplé, entre 2020 et 2025 et les effectifs moyens de Donuts, ils ont été multipliés par 5 ou 6. Donc on n'est pas sur quelque chose de proportionnel, vraiment ça explose en termes d'abondance et d'explosion de la vie, c'est grâce à ces milieux. Mais du coup, donc voilà, donc on a vraiment des chiffres qui sont assez impressionnants, qui sont assez forts et on a des espèces qui sont très communes, on a des espèces beaucoup plus rares comme le grillon de mercure,
ou l'Eichnisocène. On est vraiment enfin, on a plein de choses qui sont passées, et qui sont présentes sur le ruisseau, qui sont, vraiment indicatrices de la qualité du milieu et ça, du coup, c'est vraiment satisfaisant. C'est assez impressionnant maintenant parce que, enfin, moi, le 1er je m'attendais vraiment pas à des résultats pareils. Maintenant, on va arriver en 2025, donc le milieu stabilise, la vie abonde, comme je vous disais. Là, on voit vraiment que en termes de densité végétale, ça a vraiment explosé. Niveau verdure, on voit que c'est bien vert, donc l'effet, il est assez intéressant, et du coup, c'est le moment un peu de la gestion et du recul. Ça fait du coup, c'est la deuxième année, où l'ouvrage Castor, il est présent. Non, 2023-2025, oui, c'est la troisième année, pardon. Le milieu, du coup, il a commencé à stabiliser. On a beaucoup d'espèces rares à enjeu qui sont venues, donc les paysans, Sébastien et Elsa, ils commençaient à avoir un peu peur de mettre les moutons à certains moments. Il y avait ce côté, il y avait un côté, ça c'était en train de devenir un écrin de vie, sans action de l'homme parce qu'on avait peur de déranger, de poser problème. Sauf, ce qui se passe, c'est que le milieu, il évolue. On a les avis pionniers qui disparaissent, les milieux se ferment, c'est normal, on arrive sur les stades climatiques, donc on arrive à une stabilité, on est censé arriver sur ce qui est censé devenir un milieu si on le laisse, évoluer normalement, naturellement. Et là, par exemple, pour les espèces de libellules, on revient en 2025 quasiment, en fait, au nombre d'espèces, sur la ferme à ce qu'il y avait avant, le enfin, au début de l'ouvrage des ouvrages Castor, quoi. Parce que vraiment, on commence à avoir des habitats pionniers et tout ça qui ont tendance à disparaître. Donc c'est normal, c'est de la libre évolution, c'est quelque chose qui est, tout à fait normal, qui est naturel. On n'a plus de force qui va amener, qui va un peu, chaotique, qui va remettre de la diversité, qui va mettre les stades climatiques à différents niveaux et là, du coup, on arrive vraiment sur quelque chose d'homogène où on a tout qui pousse, qui grandit et on va arriver vers des piscines de, soleil peupleraie, avec le temps. Voilà. Donc on a toujours l'abondance, relative qui augmente, donc la puissance des fonctions, mais par contre, on a la richesse spécifique qui diminue, donc la diversité des fonctions, elle diminue, c'est normal, c'est ce que là, je viens de vous expliquer. Et du coup, il y avait un petit peu ce problème, c'est que, déjà, c'est que le message à envoyer pour Sébastien et Elsa, c'est des paysans avec une activité agricole, ils voulaient pas tomber dans le cliché de: «On est une oasis de biodiversité et le milieu agricole, il est antagoniste, il peut plus interréagir avec la biodiversité, avec le milieu naturel parce que sinon ça va le dégrader». Sauf qu'en discutant, la marette ponctuée, il y avait un risque qu'elle revienne pas nicher parce que le milieu avait trop changé, c'était plus son habitat. Après, le but, c'est pas de faire une gestion conservatoire juste pour une espèce. On est en milieu agricole, il y a un enjeu agricole. Le but, c'est avant tout que l'espace soit utilisé pour l'activité agricole. Et on a quelque chose d'assez fou qui arrive en 2025 encore. On a un nouvel habitant, on a le chaos agradeur de vie qui est arrivé, on a le castor qui est venu sur la ferme et qui y est toujours, donc il s'est installé. Et qu'est-ce qu'il fait le castor? Là, on voit donc les petites branches taillées en biseau. Il va venir justement manger la ripiscie, il va venir faire tomber des arbres, il va venir brouter, des végétaux. Il va venir apporter justement, réamener, recréer des habitats pionniers, à des endroits. Donc ce qui va permettre de refaire venir la vie, de pas avoir un habitat qui évolue, qui s'homogénise progressivement. Il va venir rapporter un petit peu d'altérité, d'hétérogénéité dans le milieu naturellement, s'il le fait et donc ça, c'est super parce que du coup, entre guillemets, d'un point de vue conservatoire, on allait trouver les habitats pour toutes les espèces qui nous intéressaient tout au long de l'évolution, de ces milieux-là. Donc là, on était content au niveau biodiversité, mais du coup, ça a amené aussi, ouh là, zut, une question au niveau de l'activité agricole, c'est de se dire que on a un castor, c'est bien, mais comment dire? Pour le bétail, on perdait en intérêt parce que, du coup, on avait encore moins envie de faire venir, paître les bêtes parce qu'on se disait: «Bon, on va déranger le castor, la marette ponctuée, on va la déranger, les, bécassines, on va les déranger. Si la loutre passe, ça peut la déranger». Parce qu'il y a les chiens de troupeau et du coup et aussi mettre un coup de niaque le castor, ça pourrait le tuer ou niaquer la loutre, ça pourrait la tuer. Et en fait, en discutant, c'est que ce milieu, il était en train de se refermer, le castor n'allait pas suffire. En fin d'été, les moutons, ils avaient besoin de paître, ils avaient besoin de pâturage, sinon on était obligé de leur mettre déjà de commencer à les alimenter avec, les ballots de paille. Du coup, en fait, comme c'est des espèces qui sont déjà rustiques, adaptées aux zones humides pour éviter le piétin et toutes les maladies qu'on peut développer en zone humide, le but, c'était de les mettre, ce qui était décidé, c'est de faire la rotation et de faire passer, les bêtes dans
en fin de saison, quand la marouette a fini de se reproduire, quand, le castor, il y a d'autres endroits où il peut aller se balader et du coup, au moment où les bêtes ont le plus besoin, d'herbe verte, la zone castor permet d'apporter cet habitat-là pour les moutons et en même temps, ils arrivent à un moment où, les espèces entre guillemets «les plus sensibles» à l'activité des moutons ne seraient pas impactées par la présence du pâturage et en plus l'activité des moutons va permettre de réinitialiser une partie du milieu qui va être favorable, aux espèces donc et en gros, il y a eu un moment où les bécassines étaient moins présentes, l'hiver et le fait de faire revenir les moutons, ça a vraiment permis de les faire revenir. Là, il y a jamais eu autant de moutons et justement cette, gestion synergique entre l'activité agricole qui est présente sur tous les milieux et qui va permettre de redynamiser le vivant avec le castor et en plus, bah, le vivant apporte plein de fonctionnalités qui sont bénéfiques à la fois, à l'activité agricole, que ce soit pour des prairies qui soient plus vertes, l'agriculture ou quoi que ce soit et toute le lot de fonctionnalités, notamment les libellules par exemple, c'est des prédateurs volants de plein de moucherons, de mouches parasites ou quoi que ce soit. Elles se volent, du coup, après, elles vont dans le verger et forcément, ça va avoir une pression de prédation sur des ravageurs qui est non négligeable pour le verger. Donc, on a vraiment réussi à atteindre, entre guillemets, avec ce recul, une gestion. On ne perd pas le côté agricole. On est sur un milieu agricole. Il y a de l'activité agricole. On ne peut pas l'empêcher et on ne veut pas l'empêcher. Le but, c'est pas de créer une raison naturelle, c'est vraiment de montrer qu'il y a une synergie qui est possible entre l'activité agricole et la régénération du vivant, qu'un milieu agricole peut être bénéfique au vivant et que protéger la biodiversité sur le milieu agricole, c'est bénéfique au milieu agricole. Et du coup, en 2025, deuxième année consécutive, la marette ponctuée est revenue, elle a encore fait 2 petits, et ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu cette action, de cette activité agricole. Et juste pour un petit peu élargir, aussi ce qu'on pourrait dire, c'est que là, dans la Drôme, le curé des Marais a malheureusement disparu. C'est une espèce de papillon, pareil, où il y a beaucoup d'actions de conservation, parce que c'est aussi une espèce vraiment typique de ces prairies humides inondées, avec, du rumex qui pousse. Hem, mais voilà, c'est un habitat qui disparaît, qui est drainé, il y a une pression de pâturage qui est trop forte aux mauvaises périodes. Et là, en fait, on se rendait compte que ailleurs en France, dans un endroit à Cuivray des Marais, bah, en fait, la zone, elle est blindée de sa plante haute, la plante Donce-Laurie, la chenouille, et que l'activité pastorale, au moment où elle passe, ça arrive pile entre les 2 périodes d'émergence du papillon, ce qui permettrait, en fait, vraiment de cohabiter avec le papillon, de créer son habitat et en plus de pas venir en contrainte avec l'activité agricole. Donc c'est vraiment on commence à avoir, en fait, ces images de synergie entre le monde agricole et la conservation d'espèces extrêmement menacées, la création d'habitats extrêmement rares qui ont disparu en France et on voit vraiment ce double intérêt qui émerge, donc qui est assez rassurant. Et du coup, 2026, donc là, on attend la marouette qui ne devrait pas tarder à revenir de migration et on espère qu'il restera une année de plus. Et il y a nouveaux ouvrages qui ont été créés pour vraiment, comme ce qu'aurait pu faire un castor, c'est capter, en fait, comme le castor, il est arrivé sur le rue, qui existait déjà, là, qu'on voit sur la droite. Il a fait déborder, en fait, encore plus et toute la prairie est vraiment devenue inondée et le castor, il aurait pu faire justement cette espèce d'ouvrage assez, longiligne pour vraiment capter l'eau et faire des grands bassins comme ça et le but, ça a été de créer ces espaces-là, donc des nouveaux habitats. Donc on va voir ce qui va se passer, mais heu, mais voilà, donc c'est des paysages qui sont encore en train d'évoluer, qui sont encore en train de d'apporter leur lot de surprises. On est qu'au début et on a hâte de voir, ce qui va se passer et jusqu'où ça peut aller, en fait. De voir jusqu'où on est amnésique et jusqu'où ça peut aller en contexte agricole, dans des endroits qui sont quand même vachement contraints. Donc sur d'autres rivières, alors on va en parler un petit peu après, mais on peut aller vraiment encore beaucoup plus loin et c'est assez impressionnant, hein, les effets de ces ouvrages, sur la biodiversité et aussi les synergies, les intérêts de ces ouvrages pour les humains, directement. Donc après sur d'autres sites, il y a eu plein d'autres surprises. Là, ouais, j'ai 2-3 petites théories que j'avais envie de vous partager. Déjà, l'espèce de petit rongeur que vous voyez là en haut à droite, c'est le campagnol amphibie. Donc pareil, c'est une espèce qui parlera peut-être à certains, qui est assez menacée, qui est typique des fossés agricoles, végétalisés, qui sont pas trop entretenus, pas trop curés. Maintenant, c'est plus le cas, on les a drainés, on les a incisés, on les cure tout le temps, on coupe toute la végétation. Donc c'est une espèce qui a subi un très fort déclin et quasiment tous les sites entre guillemets, agricoles, dans des drains agricoles, dans des fossés agricoles, où on a fait des ouvrages castors justement en synergie avec le monde agricole, hem, où il y avait, des populations pas trop loin, où l'espèce était connue pas trop loin, bah, le Campanial amphibie, il est arrivé quasiment, quelques mois après. On a eu des traces et la présence des compagnons amphibies sur ces sites qui ont été restaurés, heu, avec ces ouvrages-là, avec les ouvrages low-tech. Une petite anecdote qui est assez marrant, sur les fermes de Ségur en Corrèze, c'est, l'année dernière.
On a fait les ouvrages Castor. Il y a tout le monde qui est parti. Moi, j'avais deux trois plans drone à faire pour montrer le chantier avant et après. J'entends un gros touche et devant mes pieds, il y a le compagnon amphibie qui est passé et qui a commencé à nager dans tous les petits bassins castors qui ont été faits. C'est une espèce qui était connue pas très loin, mais pas connue sur la ferme, du point de mémoire. Donc vraiment, c'est pour montrer des fois à quel point ça peut répondre vite. L'espèce était du coup présente sur la ferme, mais on a créé l'habitat et tout de suite, les espèces sont venues. Et la nuit, on a vu comment ça s'appelle? Il y avait les larves de salamandres qui sont déplacées, qui ont profité de cet habitat-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On avait déjà des coléoptères aquatiques qui commençaient à venir, dans ces bassins. Donc très vite, on a eu, beaucoup, beaucoup de choses, qui sont apparues là sur ces ouvrages qui ont été faits dans la Drôme, donc là sur une rivière naturelle. On était en train de faire les ouvrages, on avait déjà des libellules qui commençaient à pondre entre nos mains, quoi. Donc c'était assez marrant à voir ça. Et du coup après donc pareil donc là c'est, je suis un agriculteur, j'ai oublié le département, bah, c'est pas la Dordogne, c'est juste à côté, mais où, celui là du Daniela succis, donc le papillon que vous voyez ici, donc pareil qui est très menacé, qui est lié, hem, au, aux prairies humides avec de la succis des prés et pareil le sonneur à ventre jaune, donc qui est le petit crapaud, qui vit dans les égouilles, dans les petites mares temporaires, dans les traces de pas, des vaches, dans les ornières. Enfin vraiment juste des micro-habitats avec un petit peu d'eau et c'est un endroit qui était présent, autour enfin c du coup, c'est déjà une ferme qui est géniale et qui abrite ces espèces et avec l'arrivée des ouvrages Castor, bah, très vite, il y a eu un sonneur qui a été aperçu dans ces endroits-là. On espère que le David la Success, ça va lui permettre d'augmenter sa surface, d'habitat, potentiel. Donc il y a vraiment des effets très forts sur les espèces à enjeu menacées avec des gros enjeux qui arrivent. Moi, j'ai 2 grandes théories là, à partager un peu farfelues. Déjà la théorie, du triton. Donc les tritons, c'est une espèce de salamandres, qui ressemblent un peu à des salamandres et ou à des lézards, mais c'est bien des amphibiens. Hem et en fait, c'est des espèces où souvent on a tendance les actions de conservation pour des espèces qui sont de plus en plus menacées, c'est de créer des mares, de creuser des mares et souvent, bah, on fait des mares où on peut, où on a du foncier, où on a des gens qui veulent bien en face des mares. Donc souvent, les milieux sont perméables, on a besoin de mettre une bâche, de créer une mare artificielle qui a juste le côté conservatoire. Donc c'est des mares qui sont juste là pour la biodiversité, pour avoir des objectifs de conservation d'espèces. Après on peut essayer de créer ces mares aussi avec un aspect, par exemple les bêtes peuvent venir s'abreuver en contexte agricole quand il y a de l'élevage, mais souvent c'est des mares qui ont une seule fonction, conservatoire, protéger la biodiversité. Et du coup, moi, c'est une question, c'est que ces espèces, on se dit: «Mais comment elles font pour se déplacer?» Enfin, comment elles font pour coloniser ces milieux-là? Comment parce que, bah, souvent elles arrivent pas ou comment elles font pour coloniser? Comment elles font pour se déplacer? Comment elles ont fait? Et quand on regarde un milieu castor, fait, par des castors à 2 pattes, fait par des castors à 4 pattes et à queue plate, hem, on a plein de verbes d'action de la rivière qui reviennent. On a la partie qui court, on a les parties lentes, mais on a aussi comme on a la rivière qui remonte à niveau, toutes les résurgences, toutes les dépressions qu'il y a sur les bordures et la nappe d'accompagnement va venir affleurer et va créer des mares et du coup, en fait, quand on regarde ces sites à castor, on a plein de petites mares, temporaires ou non, qui vont, longer les rivières, les ruisseaux et du coup, on a comme une autoroute, en fait, pour plein d'espèces où aujourd'hui on se dit: «Mais c'est quoi leur capacité de dispersion? Comment elles font pour disperser? Comment on fait pour se retrouver avec des noyaux de population qui sont bloqués?» Et en fait, quand on regarde, on essaie de s'imaginer avant, où le castor était présent sur quasiment toutes les rivières, où il y avait pas une hauteur d'eau suffisante pour qu'il puisse se déplacer en sécurité. Bah, en fait, on avait ces habitats de mares successives qui, du coup, forcément, pour toutes ces espèces à capacité de dispersion un peu complexe, qui pouvaient justement passer de une à une facilement et du coup faire un peu autoroute à toutes ces espèces complexes en termes de dispersion. Et une autre théorie un petit peu marrante, là, c'est de Simisulcatus. Donc là, le ditique, le gros coléoptère aquatique que vous voyez à gauche, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces bêtes-là. C'est les super prédateurs de sous la mare qui vont manger des petits poissons, qui vont manger des larves de libellules, qui vont manger des amphibiens, des têtards, quoi que ce soit. Donc c'est des gros scarabées qui vivent sous l'eau. Et il y en a un, c'est Disticus semisulcatus, donc c'est celui-là. À chaque fois que j'ai fait des ouvrages, quasiment à chaque fois que j'ai fait des ouvrages castor dans des fosses agricoles, dans des milieux agricoles, quoi que ce soit, je l'ai vu arriver quasiment juste après. Et c'est un dithyque, qui a un régime alimentaire très spécifique. Il se nourrit de trichoptères, de stigane. Donc c'est les petits insectes que vous voyez là, donc ça ne dit peut-être pas grand-chose, mais c'est proche des éphémères, c'est toutes ces espèces, d'insectes, dont les larves aquatiques sont très indicatrices de la qualité des cours d'eau. Donc du coup, quand on voit arriver ça, le super prédateur des insectes un peu indicateur de la qualité des cours d'eau,
déjà, on a une information, on dit: «Ouh là là». Du coup, on a des espèces indicatrices de la bonne qualité de l'eau en général et en plus, on a le super prédateur de ces espèces-là. Donc ça veut dire que l'équilibre, il est assez fort, il est assez rapide. C'est assez intéressant et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en France, on a un autre ditic qui a ce régime alimentaire-là très précis, très spécialisé. Il y a des grosses qualités, entre guillemets, de milieu. C'est, Disticus latissimus, le ditique géant. C'est un ditique qui est énorme et il est disparu en France. Il est éteint maintenant depuis plusieurs décennies, on ne le retrouve plus. Il est toujours présent en Belgique, dans les endroits où il y a du castor, qui s'exprime et qui fait des grosses, grosses zones humides. On a aussi, une libellule, c'est, j'ai plus le mot, la Leucorrhine, rubiconde. Enfin, on a plein d'espèces en Belgique qui ont disparu en France, qui bizarrement, on les retrouve sur les maxi zones humides où il y a du castor qui façonne ces zones humides-là. Donc on a vraiment ça donne un petit peu envie, l'espoir de se dire déjà que ces espèces-là sont pas perdues et que si on retrouve cette fonctionnalité, oubliée, du castor sur les rivières et son activité, on peut avoir vraiment des fonctionnalités, des espèces qui reviennent et des choses. L'amnésie, elle est juste énorme et on n'est pas loin, on n'est pas près de enfin, niveau surprise, on n'est pas près d'arrêter d'avoir des surprises tous les ans et sur chaque site, quoi. Donc voilà, peut-être conclure, c'est vraiment des petites théories, des petits espoirs, mais qui apportent beaucoup au niveau biodiversité, au niveau, fonctionnalité et du coup, bah, ça forcément, si on pense que à ce côté biodiversité, il y a plein de gens que ça va pas intéresser. Il faut vraiment, penser à tout l'intérêt fonctionnel pour l'humain et l'intérêt d'avoir des rivières en bon état de conservation pour l'humain. Mais toutes ces espèces-là qui reviennent, qui sont indicatrices de à quel point le travail a bien été fait et important, va montrer et va aussi apporter tout un tas de fonctionnalités oubliées. Même si elles sont insignifiantes, elles vont apporter tout un tas d'intérêts sur les milieux dont on ne se rend pas forcément compte, mais qui sont plus que bénéfiques. Et du coup, bon, faire une petite conclusion parce que là, on vous a mis des étoiles dans les yeux, je l'espère. Donc voilà, en 3 ans, un petit peu l'évolution du milieu. Donc on revient à mars 2023 où on avait l'usé, on avait ce cours d'eau incisé. En avril et en juin, déjà, comment ça a changé, ça s'est végétalisé. Et après, on voit en 2024 et en 2025 et 2026, du coup, avec la photo du milieu, l'évolution du milieu et à quel point ça a déjà si vite évolué et tout ce qui peuple, tout ce qui habite ce petit rue qui d'apparence paraît insignifiant et qui déjà est porteur d'informations qui sont plus qu'impressionnantes. Voilà, du coup j'ai fini pour la présentation. J'ai pas pu tout raconter non plus, mais j'essaie d'apporter plein d'éléments différents. J'espère que ça vous a intéressé et voilà, s'il y a des questions, on a un petit temps de questions qui est possible. Merci Melvin, c'était génial. Je crois qu'il y a plein de questions, donc je vais vous laisser, ouvrir les micros et les caméras et poser vos les questions vous-même si ça vous dérange pas. On est abasourdi, quoi. Bonjour, j'ai une question. Oui, vous allez me voir maintenant. Merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant. Je m'appelle Pénélope, je suis en M2 de géomorphologie, hydrogéomorpho, heu actuellement je suis en stage dans un bureau d'études à Bordeaux et justement, déjà je suis très intéressée par les ouvrages, castor mimétiques depuis, parce qu'en M1 j'ai travaillé aussi sur, cette, question et là du coup un des projets, pour lequel, un syndicat, nous demande de trouver des solutions, c'est pour, restaurer un cours d'eau, qui est donc un ancien drain agricole, en zone forestière, paratourbeuse, donc tourbeuse dégradée et j'avais l'idée de proposer justement des ouvrages, castor mimétiques, pour ce cas-là, parce que je pense que ça rentrerait bien dans les fonctionnalités recherchées et je me demandais, bon c'est une question un peu technique, parce que je fais aussi de la modélisation et c'est, une des demandes, du syndicat, donc ils veulent qu'on fasse, de la modélisation hydraulique, de la situation initiale et de la situation avec les ouvrages proposés et donc nous, comme on propose, des barrages castors et que j'ai vu que c'était pas très simple à modéliser de fait, je me demandais si d'un point de vue technique, vous avez déjà essayé de, voilà, de représenter ces ouvrages? Moi, j'avais quelques idées un peu, de bricoles pour, donner une idée de ce que ça pourrait donner, mais voilà, je voulais savoir. Bah, du coup, pour ces questions qui sont quand même vachement techniques, je pense que, il y a d'autres membres du MAPCA qui seront plus à même d'apporter une réponse précise. Parce que du coup, comme, oui, c'est des milieux qui sont très complexes, donc forcément, ça a plein de conséquences et ça a plein de c'est plus complexe à modéliser, quoi. Donc Oui, bien juste sûr, c'est très simplifiant de faire ça, mais en même temps, ça donne une idée aussi,
pour eux, quoi, pour se projeter, etc. Donc, c'est aussi Mmh. intéressant. Ouais, oui, du coup, je pense que j'ai des collègues qui vont apporter plus de précisions, mais après, du coup, là, on a parlé d'ouvrage, castor mimétique parce que, c'était vraiment au début, de ce qu'on travaillait, ce qu'on testait et c'était là, entre guillemets, comme le cours d'eau n'avait pas beaucoup de punch, c'était difficile de faire autre chose. Mais il y a plein d'ouvrages low-tech, où travaillant avec le bois et la terre, notamment des branches-berges ou d'autres choses qui peuvent permettre de faire des choses. Donc en fonction du site, c'est pas la seule technique qui est mobilisable, quoi. Oui, OK. Et du coup, Et donc en proposition, d'autres, solutions, dont vous parlez, vous avez des références ou des choses, bah, déjà, enfin, peut-être que, ou Mapka peut-être? les autres peuvent m'aider, mais sur le site, il y a le guide technique, OK. qui a été traduit de l'anglais où il y a vraiment toute la complexité et tout ce qui déjà pas mal de choses qui ça démontrait pas mal de choses et et voilà, déjà sur le site du MAPCA, il y a pas mal de ressources. Le but du site, c'est vraiment de centraliser la connaissance et le savoir pour aider au maximum à répondre à ces questions, justement. OK, Et merci. aussi, Pénélope, oui, donc ces documents, ils sont en lien sur le site, du MAPCA. Hem, Aussi, il y a un site pilote en Gironde, sur le Talaison qui Ah. est sur le bassin versant du Ciron et donc le syndicat mixte peut aussi te faire visiter le site et te montrer ce qu'on a fait et effectivement, comme dit, Melvin, les sauvages castors, c'est un du type de structure parmi plusieurs structures. Il se trouve que, sur la ferme du Grand-Laval, c'était le bon outil à mettre en place. Mais il y en a toute une série. C'est vers Bollac, la Oui, Bollac-Bernos. OK, oui, OK, je vois. D'accord et bah, justement, c'était aussi, ma question suivante, est-ce que, ça fait un petit moment que j'ai envie de participer à un chantier, heu, et si vous en avez en Gironde et cetera? J'ai vu que, c'était vous avez souvent beaucoup de bénévoles. C'est pas forcément simple, de se greffer, mais je sais pas si vous avez des projets, futurs dans la région? Alors, ça prend énormément de temps de mettre des chantiers en place, et du coup, on donne la priorité aux professionnels, dont tu fais partie, oui, tu nous recontactes et on te dira quand il y aura des choses, en Gironde, notamment le prochain chantier Talaison qui sera, cet hiver. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, c'est Gaëlle, vous m'entendez? Oui! Coucou. Moi, j'ai pas de questions, mais je voulais juste, partager mon enthousiasme par rapport à ce retour d'expérience de plusieurs années maintenant, puisque nous, on est au tout début. On fait les états initiaux, naturalistes, là, sur nos sites pilotes qu'on va mettre en place, les chantiers, en septembre et du coup, c'est hyper soutenant et hyper encourageant de voir, que la vie revient, aussi vite avec des espèces, hyper diversifiées et puis que le suivi aussi se monte petit à petit et on va bientôt avoir pas mal de bases solides et de preuves scientifiques à l'appui, pour encourager cette approche et la faire grandir partout, en France, en Europe et dans l'Inde. Voilà, merci. Moi, juste pour pour compléter un peu ce qu'a dit Gaël, bah, du coup, c'est Philémon que je suis en stage avec, Gaël, pour, faire le suivi et on se demandait, là, tu as parlé un petit peu, des libellules et de à quel point c'était utile, parce qu'il y a une diversité de groupes fonctionnels dans les libellules qui ont chacun leur milieu associé et que ça permettait d'avoir une évolution très rapide, et une réponse très rapide et une observation, voilà et donc le protocole STELI, en fait, on se demandait, en fait, en termes de fonctionnalité, enfin, pardon, en termes de compétences, est-ce qu'on peut, le mettre en place si on n'est pas soi-même naturaliste, spécialiste des libellules et comment est-ce que vous avez trouvé les compétences pour le mettre en place? Bah, du coup, ouais, c'est une très bonne question. Là, du coup, sur le site du MAPCA, j'en profite pour faire de la pub, pour les collègues, mais il y a, comment ça s'appelle? Il y a, un petit recueil de conseils de suivi protocolés à mettre en place pour vraiment bien suivre, les travaux avec les ouvrages, low-tech. Mais du coup, c'est très compliqué, c'est assez niche. Comme je disais, par exemple, il y a les protocoles sur les macroinvertébrés d'eau douce, faut vraiment quand même s'y connaître.
L'avantage des libellules, c'est que du coup, on perd un petit peu en précision, en qualité d'information vraiment sur le milieu rivière. Mais il n'y a pas que le milieu rivière, il y a aussi toute la vie qui abonde autour. Là, on l'a bien vu aujourd'hui, ça dépasse au niveau du fonctionnel, ça dépasse juste le milieu rivière en lui-même. Et les libellules, elles permettent d'avoir à la fois ce côté un peu rapide en termes de colonisation, diversité fonctionnelle qui est quand même assez intéressante. Et c'est un taxon qui est assez facile à mettre en place. Il y a le bouquin de Biotope, le bouquin de Delachaux et Nestlé qui reprend très bien. Il y a des formations gratuites ou payantes, mais qui se font quasiment partout dans tous les départements avec les associations naturalistes pour se former, s'initier aux libellules. Et du coup, c'est assez facile en fait de mobiliser ce protocole quand on n'a pas beaucoup de temps, de moyens, de connaissances ou quoi que ce soit. C'est vraiment trouver des alternatives. À la fois, on a besoin de, comme je disais tout à l'heure, avec les suivis scientifiques, d'aller faire quelque chose de très carré, rigoureux, scientifique, pour vraiment décrire au plus proche, modéliser au plus proche ce qui se passe. Et on a aussi ces espèces de suivis allégés, mais vraiment allégés, qui permettent même d'interpréter ce qui se passe, d'avoir des résultats quand même un minimum scientifiques, mais en même temps qui sont suffisamment accessibles à chacun. Les libellules, pour moi, je pense que c'est vraiment le mieux pour ça. Après, on a aussi un petit peu ce qu'il y a avec les habitats. Pour montrer la diversité d'habitats, c'est aussi un peu intéressant. Les chauves-souris, du coup, c'est pas mal aussi dans le sens où on a des informations de biomasse, d'activité la nuit. Et du coup, ça peut traduire quand même la biomasse produite par le site. Donc, il y a des biais qui sont inhérents, mine de rien, mais avec peu de connaissances, peu de moyens, on peut avoir des indicateurs qui dézooment un petit peu et qui, au niveau biodiversité en tout cas, montrent si on a cet aspect d'abondance globale qui augmente, ce niveau de fonctionnalité qui est bien présent. Voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais voilà, pour moi, c'est des choses qui sont effectivement assez accessibles. Il y a d'autres protocoles plus poussés, plus pointus qui sont en train d'être mis en place un peu partout. Mais plus généralement, il nous faut des indicateurs qui soient assez faciles à mettre en place et accessibles. Et pour moi, ça, c'est des indicateurs qui marchent plutôt bien. Bonjour, oui, j'aurais une question moi. Alors, déjà, voilà, je suis en 3e année d'école d'ingénieur, aménagement environnement et merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment hyper intéressant. Effectivement, ça donne, pas mal d'espoir sur, ce qui est possible de faire et cetera. Ça met des étoiles comme dans les yeux comme vous. Et j'aurais une question plutôt, un peu, réglementaire, c'est-à-dire que vous avez parlé qu'il y a beaucoup d'espèces, rares, protégées et cetera qui viennent se mettre, sur, les sites où il y a eu des ouvrages et cetera. Et aussi un peu au début de la présentation, vous avez dit, bah, effectivement, vous avez pu faire cet ouvrage assez facilement parce que le cours d'eau n'était pas déclaré, donc en termes de réglementation, c'était, plus facile. Du coup, est-ce qu'il y a des obligations en fait, est-ce que vous avez des obligations par rapport au fait que, justement il y a des espèces protégées qui viennent mettre sur le site et que finalement, du fait qu'elles viennent, sur le site, vous ne pouvez plus faire certaines choses, comme par exemple, bah, le pâturage des moutons ou d'autres travaux et cetera? Et aussi est-ce que, en fait, à quel moment il faudra déclarer, le cours d'eau comme un nouveau cours d'eau, les mares et cetera? Voilà. Oula, on arrive sur le réglementaire en environnement et tous ces flots et ces trucs complexes. Déjà, pour répondre, c'est entre guillemets, si on démarre un chantier, donc déjà, ça sous-entend qu'on a réussi à avoir les autorisations réglementaires pour faire un chantier en rivière. Hem Et du coup, on fait pas n'importe quoi parce que ces autorisations, elles sont aussi pour être sûr. Enfin, les techniques castor, enfin les techniques low-tech, c'est un outil parmi d'autres. Toutes les rivières n'ont pas besoin de ces outils-là, où il faut des outils adaptés, où il faut, enfin, ça, c'est pas juste, on fait un barrage de castor n'importe où parce qu'on a envie, parce que la rivière elle est un peu incisée. Donc, le fait qu'il y ait un peu de rigueur en amont pour préparer les choses, c'est pour éviter en fait, il y a une volonté de faire bien et c'est logique. Enfin, c'est pas se décrédibiliser, de faire des choses qui aient des impacts négatifs. Hem, donc de faire un état initial, de faire attention où on vient, qu'on va pas exposer un milieu qui était déjà intéressant ou fonctionnel, c'est important. Donc ça passe par s'intéresser à vérifier s'il y a pas d'espèces en jeu ou autre, ou espèces protégées. C'est tout bête, mais enfin, si, le projet a été monté et que par hasard, on a oublié qu'il y avait des écrevisses à pattes blanches dans le ruisseau ou que, il y avait un oiseau super rare qui nichait ou quoi que ce soit. Si on vient et qu'on le flingue, et que personne n'est au courant, on va dire: «Pas vu, pas pris», quoi. Mais c'est pas la philosophie du truc, c'est pas ce qui est le but, c'est d'aggrader les milieux, c'est pas de les détruire. Donc il y a vraiment ce besoin de faire attention et de prendre du recul et pas vouloir intervenir partout. Et si on intervient, c'est qu'on est persuadé, on est sûr et certain, on a prouvé que ça allait aggrader le milieu et pas le dégrader. Donc il y a déjà ça.
Et après, du coup, les chantiers, pareil, on évite de les faire dans un roncier au printemps, parce que potentiellement des oiseaux qui nichent dedans, c'est des espèces protégées. Si, il y a l'OFB qui débarque et qui veut nous coller un pruneau parce que, on est en train de détruire un habitat avec des espèces protégées dedans et qu'on n'a pas fait de demande de dérogation, de destruction d'espèces protégées, on est complètement fautif. Donc il y a ces 2 là, mais dans tous les cas, le but c'est de faire quelque chose qui agrade les milieux, donc c'est de faire bien, donc c'est de faire attention aux vivants et de prendre en compte, l'état initial et voir ce qui se passe avant. Et l'autre fait, c'est et effectivement, après, on fait revenir, des espèces, pas tellement avoir des espèces, la plupart des espèces sont méga, enfin si, là, du coup, les gros trucs, assez rares, ils sont protégés parce qu'ils sont gros et ça fait longtemps qu'on les connaît. Niveau insectes, il y a des choses bien plus bien plus, spécifiques qui viennent, encore plus rares qui viennent, pour autant, ne sont pas protégés. Là, le but vraiment, c'est dans tous les cas, hem, s'il y a une activité agricole qui est en place, le but, c'est pas d'empêcher l'activité agricole de se mettre en place. Donc il y a vraiment besoin de créer une synergie. Là, heureusement, on l'a trouvé. Après, on n'est pas à l'abri d'un raté et je sais pas moi, d'un chien qui mange une marouette ou qui mange, un castor. On fait en sorte de l'éviter, de le prendre en compte, de faire au mieux. Heu, Après, je ne crois pas et j'espère pas que quelqu'un essaiera de mettre un procès aux paysans, parce qu'ils ont permis à la marouette de revenir et qu'un jour il y a un raté et qu'il y a un mouton qui est marché sur les œufs, quoi. Et j'ose espérer que personne n'essaierait de faire ça et réglementairement, je pense même pas que ça passerait. Mais par contre, effectivement, c'est que plus, il y a du vivant qui revient, plus il y a potentiellement des contraintes, réglementaires qui peuvent s'ajouter au site. Ça par contre, c'est complètement possible et mais voilà, mais après, en général, on veut c'est des habitats qui sont enfin, la dynamique du site qui est souhaitée. Les moutons viennent apporter la fonction, grands herbivores qui viennent brouter en bord de rivière. Donc on apporte des fonctionnalités qui sont de base présentes. Donc en fait, on rentre dans la synergie et on fait avec et on fait pas contre. Donc il y a peu de chances que ça se passe mal. Par contre, effectivement, plus le temps passe et plus on va avoir des enjeux qui vont augmenter et du coup des enjeux qu'il faut avoir à prendre en compte au cas où il faut faire des actions sur le site. Je pense à un truc tout con, mais il y a aujourd'hui le castor, il est en train de bien recoloniser la partie est de la France. La partie ouest, c'est pas encore trop ça, même si ça progresse. Là, dans le Limousin, en Corrèze, il y a eu des indices encore, donc ça arrive vers la Dordogne et tout ça. Mais du coup, dans l'ouest, les ouvrages castor, un castor, tous les soirs, quasiment, il revient, il va checker son barrage, s'il va bien, quoi que ce soit. Il y a de l'entretien. Donc, dans l'est, là, par exemple, les ouvrages du Grand Laval, en fait, maintenant, ils sont plus ou moins entretenus par le castor et il y a plein de sites où le castor va finir par revenir et va venir les entretenir. Heu, à l'inverse, dans l'ouest, le castor, il est pas prêt d'arriver, il va pas être coloniser tous les sites. Donc, il va y avoir une action humaine de castor à 2 pattes, ou en tout cas d'entretien des ouvrages low-tech qui vont être mis en place, qui va être nécessaire. Donc, du coup, quand on revient, s'il y a des actions de remise en il y a aussi naturellement, c'est des choses qui sont dynamiques. Les ouvrages de castor dans la nature, ça cède quand il y a des grosses crues, pour relâcher du sédiment à des moments, c'est quelque chose voilà, donc il va y avoir des actions d'entretien ou de rechantier à faire qui vont être, un peu plus souvent dans l'ouest que dans l'est, mais quand même. Là, forcément, si les enjeux ont augmenté, faut prendre en compte ça et essayer de, décaler ces périodes d'activité ou de passage ou quoi que ce soit, ou de prendre en compte les enjeux pour éviter de faire une catastrophe. Mais j'ai envie de dire, c'est inhérent à la volonté des chantiers d'aggrader les milieux et de ne pas les détruire, donc de faire attention aux vivants qui est vie et de prendre en compte les enjeux. Je sais pas si ça répond à la question, parce que je parle pendant 3 plombs et je fais un tunnel, mais Oui, merci beaucoup. Merci, du coup, Melvin, pour la présentation et le super retour là. Et juste pour rebondir dans l'Ouest, on y travaille en tout cas là, bien précisément dans le Maine-et-Loire. Moi j'avais une question, enfin phytoremédiation et eutrophisation dont tu parlais là, où en fait, vous avez constaté des choses, dès le printemps 2023. Est-ce que d'après toi, enfin, est-ce que du coup, sur les autres printemps qu'on suivi, donc 24-25, il y a eu aussi constaté comme ça des algues, en développement? Ou est-ce que les macrophytes qui se sont développés petit à petit, donc joncs, salicaires, iris, ont fait le travail d'après toi? chaque année, là, il y a encore, ça fait 3 ans, il y a encore au début, du printemps, fin d'hiver, quand, forcément, ça chauffe, dans le Rhône, ça chauffe assez vite et on peut vite avoir même dans l'hiver des fortes températures et pour autant l'activité végétale n'a pas encore trop repris, surtout sur les annuels ou les zomatiques ou quoi que ce soit.
Donc il y a toujours des petits blooms d'algues au début de saison. On les voyait sur les photos, hein, de toute façon, le but c'est pas de cacher les choses, mais ça c'est de moins en moins fort et ça dure de moins en moins longtemps. Heu et donc voilà. Et je pense aussi ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là on est sur un ruche qui avait pas un débit qui est extrêmement faible, heu, où il traverse les plaines agricoles de Valence avec de la maïsiculture intensive où tout le monde, déverse de tout à fond, les ballons. Le voisin, c'est limite s'il envoie pas le truc directement dans les ruisseaux. Donc niveau teneur en nutriments et en produits phyto, on est vraiment je pense au max de ce qu'on peut faire. Donc c'est assez impressionnant en partant avec un pédigré assez hard, on arrive aussi vite à avoir un système de phytoépuration qui soit aussi puissant et qui tienne quand même vachement bien la route de ce qu'on voit. Après ça serait intéressant d'aller faire des suivis, plus précis, et tout, mais la qualité de l'eau, des la teneur en nutriments et tout, mais rien qu'au niveau visuel, espèce et tout, c'est de plus en plus relictuel. Il y en aura toujours, je pense, au début de saison, mais c'est vraiment minime et ça vu les espèces indicatrices de la qualité de l'eau qu'on trouve, c'est quand même assez puissant là, l'effet de la végétation, est assez vite quoi sur le site. OK, merci. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va clôturer s'il y a plus personne et on se voit bientôt pour une prochain webinaire. Il va y avoir Restore le 21 mai. Et on l'annoncera sur les réseaux, sur le groupe Discord et donc ça, c'est un collectif citoyen qui va parler de comment ils ont réussi à mettre en place, de la régénération low-tech sans le syndicat mixte, donc porter un dossier loi sur l'eau et cetera. Tout ça, ils vont nous partager toutes leurs étapes. Et ben, Melvin, merci beaucoup, c'était génial et à bientôt. Au revoir tout le monde.